Des humains ordinaires qui réalisent des choses extraordinaires. Je suis Jonathan Bellereau. Je suis Camille Serme. Bienvenue dans Héros minuscules. Parce que le monde dans lequel nous vivons a besoin d'humanité et de jolies histoires. Ensemble, allons à la rencontre d'humains étonnants pour entendre, partager et s'inspirer d'un bout de leur vie. Et pour que leurs histoires impactent les nôtres à tous. Du Maroc à la France, des cuisines pour l'Élysée, à sapeurs-pompiers de Paris, puis judokate aux Jeux Olympiques et autrice. Venez à la rencontre de Asma Niang, une femme au parcours incroyable et atypique qui s'est battue pour atteindre ses rêves et être tournée vers l'humain en toutes circonstances. Résilience, conviction seront au rendez-vous. Préparez-vous à un épisode inspirant et full of love qui met du beau dans votre journée. Asma, ravi de te recevoir. Très très heureuse d'être avec toi ici, Jonathan. C'est un vrai plaisir de te revoir. Enfin, moi, je vais dire de te revoir pour les auditeurs. Nous, ça fait quelques années qu'on se connaît. Je crois que c'était pour Rio. Rio, mes débuts de Rio. Tes débuts de Rio. Alors, je ne vais pas me lancer dans une intro hyper longue parce que tu es athlète, tu as un palmarès qui est incroyable. Tu as fait les Jeux de Rio, tu as fait les Jeux de Tokyo. Mais au-delà de ça, pour nous, à travers le podcast Héros minuscules, le but c'est d'explorer les convictions qui amènent des humains ordinaires à faire des choses extraordinaires. Donc il y a plein d'autres sujets. Tu parles sur le pouvoir des femmes, tu viens d'écrire un livre, tu as un parcours qui est atypique. On aurait pu appeler ce podcast atypique, tu aurais pu y passer aussi. Mais avant de commencer, est-ce qu'il y a une chanson qui correspondrait à l'humeur du moment? Ouais, Bob Marley, parce que j'ai écouté ça en venant ici. Excellent. J'écoute Bob Marley beaucoup en ce moment, One Love. Ah bon, super, super. Nous, on a bercé notre fille sur Bob Marley, c'était le seul truc qui l'endort. Bob, on peut l'écouter dans tous les moods, heureux, nostalgique, triste. C'est clair. Je vais la faire. C'est clair. Est-ce que je peux te proposer de te présenter de la façon que tu veux? Alors, je suis Asma Niang. Qu'est-ce que je suis? Alors, je suis une personne solaire. Je suis passionnée. Je suis une exploratrice. Alors, ce que je faisais, une athlète de haut niveau en judo. Rio, Tokyo, voilà, comme il a expliqué Jonathan, un parcours, je dis souvent, biscornu et atypique, mais exaltant. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis tout dans l'univers de tout ce qui est l'univers de la psychologie, de la préparation mentale, et puis conférencière et formatrice. Et c'est vaste. Très vaste. Et tu parles d'exploratrice, est-ce que c'est... toi, tu mets derrière justement l'exploration de toutes ces facettes-là ou Alors, je dirais plutôt, je pense depuis que je suis très petite. Alors, moi, c'était ça en moi. Alors, il faut savoir, quand j'étais petite, c'est pour ça que ton podcast, il m'a tout de suite le nom qui m'a interpellée. Pour le coup, je voulais être une super-héros, mais c'était une super-héros spécifique en fait. C'était... j'avais il y a plein de super-héros, mais en fait, j'ai choisi celui qui n'avait pas de pouvoir. Et pas de Batman. Alors, je suis une grande fan de Batman depuis très petite. Et c'est pas pour rien, en fait. J'ai choisi celui qui n'avait pas de pouvoir, qui n'en avait pas, mais qu'il fallait qu'il travaille beaucoup plus pour justement mener ses actions et ses services pour rendre le monde meilleur. Et je pense que je sais pas, je me suis un peu identifiée au personnage de Batman. Et du coup, tu faisais quoi petite? Alors j'étais hyper active. Alors vraiment petite, j'étais abonnée à l'hôpital parce que je faisais que des bêtises. Enfin, j'étais vraiment hyper active, mais vraiment plus. Il faut savoir qu'une petite anecdote comme ça, je pensais que j'étais Batman d'ailleurs. Et j'avais le lit superposé dans la chambre avec mon demi-frère et je prends le drap, je le mets sur moi et puis j'ai sauté, je crois, du 2e étage de la maison et je me suis cassé la jambe. Enfin, voilà, que des choses un peu comme ça. C'est-à-dire que si quelqu'un, un adulte, n'a pas un œil sur moi,
Voilà, je saute de la piscine, je ne sais pas nager, je me suis ouvert. Enfin, je pense sur mon corps, il y a beaucoup de cicatrices. Et c'est un peu, ça m'identifie un peu de, voilà, un parent n'aimerait pas. Il faudrait vraiment que je sois focus sur moi, sinon une catastrophe. Je pense qu'il y avait ça, cette boule d'énergie d'essayer des choses. En fait, il y avait la peur, mais j'osais. J'avais quelque chose qui était en moi, qui était inné, je ne sais pas. Puis après, il y a eu une séparation. Alors moi, j'ai vécu. Je suis née à Mohamedia. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 3/4 d'heure de Casablanca. Casablanca se trouve au Maroc, continent africain. Donc voilà, je suis née là et à l'âge de peut-être 8 mois, 9 mois, j'ai eu avoir une séparation. Ma mère, une séparation forcée, elle ne pouvait pas nous garder. Ma soeur qui avait 9-10 ans. Donc ma mère part en France pour construire. Donc, je pense dans l'objectif de nous récupérer, mais moi j'ai vécu un peu séparée de ma mère de 8-9 mois à 11 ans. Donc il y a eu voilà, toute cette rupture, je pense, qui a été un peu impactante pour une petite fille, parce que c'est là où l'enfant, voilà, le contact avec sa mère. Donc j'ai vécu un peu mon père. Mon père, bon, il n'était pas très présent et il fallait que, voilà, que ma sœur prenne soin de moi, qui avait que 10 ans, voilà, plus que moi. Et puis finalement, ma mère nous récupère, voilà, elle a réussi à nous récupérer. Je suis arrivée en France à Noisy-le-Grand. Spécifiquement voilà, à découvrir la France, une langue que je ne connais pas, une culture que je ne connais pas, et puis la rencontre de ma mère, voilà, découvrir qui elle est et qu'elle me découvre, et puis rattraper toutes ces années, je pense. Et voilà, on m'a mis dans une école francophone. Je ne parlais pas du tout français, et vous savez que tu sais que le français, c'est une langue difficile. C'est hyper dur. Voilà, c'est pas. Après, on dit l'arabe, c'est difficile, la grammaire aussi, mais l'anglais, c'est beaucoup plus simple. Et c'est vrai que dans cette classe, qui était magique, c'est que bon, je n'étais pas la seule dans une école francophone. Donc, dans la classe, c'était. En fait, j'ai voyagé en Europe, j'ai voyagé en Afrique et j'ai voyagé en Asie. Parce que mon voisin était vietnamien, j'avais un turc, j'avais un portugais. Cette classe, elle était incroyable. Parce que voilà, je découvre plein d'enfants comme moi avec des histoires, enfin voilà, et qui viennent ici en France pour apprendre le français. Donc c'était. Puis je suis restée au bout d'un an. Au bout d'un an, on me dit, voilà, c'est bon, tu pars au collège. Oh, un an de français, tu pars au collège, comme si voilà, c'était ma langue maternelle. Alors je ne comprenais rien. Il n'y avait que les maths, il ne fallait pas parler. Le sport, forcément, j'étais très forte. Et puis tout ce qui était musique, art plastique, ça allait, là où il ne fallait pas manier le verbe, mais tout le reste, c'était une galère. Et donc je pense qu'on m'a identifiée comme échec scolaire, sauf que moi, c'était la barrière de la langue. Puis je ne vais pas te l'apprendre, tu sais, Jonathan, le système scolaire, comment il est. Là, t'es nul, on ne va jamais te faire remarquer que tu es bon en maths et qu'on va prendre un peu ton histoire et d'où tu viens, et c'est peut-être pour ça que ça ne va pas. Et donc on m'a identifié tout de suite par échec scolaire. Donc j'ai entendu ce mot, je pense, pour la première fois, quand il fallait partir peut-être pour le lycée à la fin de la 3e. Et que je ne pouvais pas partir en sport-études. Donc là, c'était le drame de ma vie. Alors il faut savoir que je reviens en arrière. Moi, j'étais très forte en sport, donc j'ai fait de l'athlétisme. Donc championne de France en athlé plusieurs fois. Donc j'étais la génération de l'Agile de Courret. Parce que l'Agile de Courret, c'est ma génération et que je le voyais souvent, c'est ça qui est incroyable. Il était au l'UNSS et je le voyais tout le temps gagner à l'UNSS, champion de France à l'UNSS en 1983. Toute cette génération de beaucoup d'athlètes que je vois briller aujourd'hui en équipe de France. Maintenant, ils ont pratiquement tous arrêté leur carrière. Il n'y a que moi qui ai une vie un peu à l'envers. Et voilà, et puis donc à partir de là, je pars dans un cursus complètement atypique, bizarre, éloigné, et finalement pas tant que ça. Et c'est ça qui est magique, je fais de la cuisine. Donc il faut savoir que j'ai fait de l'athlétisme et du handball, parce que je suis championne de France moins 18 ans de hand, avec Nina Canto. Ouais. Ça, je ne sais pas si tu savais. Ça, je savais. Ouais. Nina Canto, voilà, qui a fait sport-études. Donc elle, je la vois partir en sport-études. À la fin, on est devenu championne de France dans ma ville. Et puis elle, avec certaines filles, partent en sport-études. Et moi, c'était n'importe quel sport. Mais parce que je pense que sincèrement, parce que le sport j'ai eu mon intégration grâce à ça. Je suis arrivée,
quand on est petit, on n'a pas besoin trop de faire de thèse ou de parler. Donc, comme j'étais forte, on m'intégrait tout de suite. C'est celles qui ont choisi la première parce que je courais vite. Et puis, il y a une énergie qui se met autour du sport. Et puis, je me suis sentie exister. Avec tout ce qui s'est passé, je pense, de mon enfance, et ben, ça m'a donné vraiment une vraie identité, quelque chose. Et là, c'est comme si on me l'arrachait, en fait. Et je pense qu'on m'a mal détectée à cette période. Je pense que je pouvais partir en sport-études et peut-être trouver des moyens pour que je sois meilleure dans les matières qui me manquaient. Mais ils n'ont pas peut-être été à l'écoute. Je l'explique aussi dans mon livre. Et ils m'ont dit, tu vas faire un CAP BEP cuisine. Alors moi, ce que j'ai identifié dans le CAP BEP au départ, c'était tous les cancres. On disait, tout le temps c'était ça à la cour. Oh, laisse tomber, il va faire un CAP cuisine. Oh, laisse tomber, il va faire un CAP. Donc les CAP, c'était vraiment ceux qui étaient nuls. Ouais. Donc voilà, je m'identifiais dans quelqu'un qui était nul parce que je faisais ce parcours-là. À l'époque, je n'avais pas que c'était un métier juste incroyable en fait. Et puis j'accepte. Mais je ne choisis pas n'importe quoi. Je choisis le top parce que j'ai décidé de faire ça un contrat de qualif. C'est ce qui m'a, je pense, réconcilié le fait de faire ce parcours. Parce que je savais que j'allais toucher de l'argent, qu'il va y avoir une espèce d'autonomie. Il y avait quelque chose d'assez professionnel. Et tout de suite, quand on m'a expliqué le concept, je fais « Ah, c'est intéressant ». Voilà, il y avait un côté peut-être entrepreneur, je ne sais pas, mais tout de suite, je vais travailler. Il y avait quelque chose où il fallait que je produise quelque chose. Pour ne pas être juste sur un banc d'école, quoi. Donc j'allais apprendre un métier, donc c'était une semaine école, une semaine entreprise, sachant que c'est un métier très difficile. Et je suis partie chez Potel et Chabot. J'ai choisi quand même un des meilleurs traiteurs. Ouais, c'est le top. Ouais, c'est le top. C'est un traiteur juste incroyable. J'ai passé assez de temps là-bas. Et finalement, pourquoi je dis que c'est pas si éloigné du sport? Parce que c'est une brigade. C'est intense. C'est une rigueur, il y avait beaucoup de discipline. Et je pense que ça ressemblait un peu à ce que je pouvais trouver dans l'univers du coaching. C'est-à-dire qu'on me coachait, il y avait quelque chose de carré, il n'y a que ça où je me rattachais. Il y avait quelque chose de très militarisé et très performance. Et je pense que j'ai puisé dans ça pour accepter de mettre mon rêve olympique dans le tiroir. Bon, je n'ai pas parlé du rêve olympique, mais parce que le rêve olympique, en fait, il y a plein de trucs où j'aimerais interagir. Le rêve olympique, il arrive à quel moment? Je pense que j'ai toujours vu les athlètes comme, depuis petite même au Maroc, on parlait d'athlètes, à l'époque c'était Hicham El Guerrouj, j'étais encore jeune, mais à Ouetta, je ne sais pas s'il y a des athlètes que tu vas peut-être pas connaître, mais Moutawakil à la Nawel, qui est championne olympique. Je pense que je pense dans les yeux des adultes, lorsqu'ils voyaient des athlètes, ils les voyaient comme des super-héros. Tous les un adulte, quand il voit les athlètes, il y avait quelque chose, le foot, ça générait quelque chose. Et moi, petite, je voyais ça, j'avais conscience un peu de ça, qu'on les voyait comme un peu quelque chose dans cet univers-là. Et ça m'avait toujours, je sais pas, happé. Voilà, donc forcément, quand il y avait la télé, ou les gens qui regardaient le foot ou le sport, donc je m'asseyais et je vivais toute cette expérience-là. Enfin, je ne sais pas à cette époque, mais je pense que depuis toujours les jeux, après le mot jeu, je pense que c'était en arrivant en France aussi. Puis là, c'était, je collectionnais. Alors moi, j'étais très fan des athlètes afro-américains. Il faut savoir que j'avais besoin de m'identifier. Et je me souviens un jour, j'avais vu un documentaire, je ne sais pas si c'était à la télé, d'une athlète, en fait, l'univers de Marion Jones. Voilà. Après, j'étais très fâchée, j'étais triste de ce qui lui arrivait derrière, mais alors, depuis longtemps, j'avais ses posters, c'était incroyable. J'avais même un livre, elle m'avait signé, ça j'en parlerai après. Et je trouvais que les Américains, ils avaient cette fascination de raconter leur histoire librement. C'est-à-dire qu'ils sont capables de raconter un truc gore, truc, machin. En France, jamais quelqu'un m'a partagé ses douleurs. Et je trouvais que les Afro-Américains, je m'étais beaucoup identifiée aux Afro-Américains, et Mohamed Ali. Donc il est capable de raconter des trucs, et ils racontaient tous des choses dures de leur vie, et c'est OK, et en même temps il y avait une force.
Et donc forcément, il fallait que moi, avec tout ce que j'ai vécu, que je puisse m'identifier à quelqu'un qui puisse me dire « j'ai eu la vie dure, mais j'ai réussi ». Il fallait que je l'entende. En France, c'était très tabou dans mon époque. Personne ne disait ça. On montrait tous, on a réussi, mais l'arrière-boutique, jamais. Jamais j'ai vu ça en fait exprimé pleinement. Face à l'échec, plein de choses comme ça. Donc c'était vraiment les Afro-Américains qui me fascinaient. Donc entre tous quoi. Et voilà, J.C. Owen, j'essaie de savoir un peu son histoire. Enfin voilà. Et donc j'ai vécu dans tout cet univers-là. Voilà. C'est comme ça les jeux, c'est devenu une obsession. Et cette obsession-là, moi tu me fais voyager avec tous ces noms, avec J.C. Owen. Je pense à Maurice Green aussi. Oui, Maurice. Ouais, tu vois, ces athlètes incroyables. Et cette obsession-là, tu arrives en cuisine. Alors, c'est marrant parce que le parcours de cuisine, on a un héros minuscule qu'on aimerait interviewer. Et lui aussi, tu vois, il était passé par le CAP. Je sais qui c'est. Et puis en fait, il est arrivé au top du top. H2K. Ah, je le connais. Est-ce que j'ai le droit de spoiler? Non, tu peux pas spoiler. Je peux pas spoiler, mais forcément, avec lui, et c'est pour ça qu'on a été en lien, parce qu'on avait cette chose, et je l'aime beaucoup, cet athlète. Et en fait, ces parcours de CAP, effectivement, à l'époque, je sais un peu moins où ça en est aujourd'hui. Je ne suis pas certain que ça ait beaucoup changé, mais c'était des parcours, tu vas être... T'es manuel, t'as rien compris en littérature ou en mathématiques, tu vas faire autre chose avec tes mains. Et puis en fait, finalement, avec du travail, ils arrivent à des parcours exceptionnels pour certains. Et en même temps, c'est aussi un parcours ultra dur, la cuisine. Ça aurait pu, ça en fracasse énormément. Milieu hyper patriarcal, militaire en même temps. Enfin, toi, tu as ton rêve olympique et en même temps, tu es en cuisine, tu vis. Comment tu traces ton chemin, comment tu fais ton parcours là-dedans? Il y a une citation que j'ai mise dans le livre. J'ai dû couper beaucoup d'oignons pour faire les Jeux Olympiques. Et en fait, cette image, je l'ai parce que... parce qu'il faut savoir qu'au Potel-les-Chavaux, l'endroit où j'étais, on faisait beaucoup tout ce qui est univers de l'Élysée, les politiques, l'Assemblée. Aussi, il fallait faire beaucoup de contenu, beaucoup de choses. Voilà, ça peut être, je sais pas, 1000 homards dans la semaine, c'est décortiqué, et c'était, voilà, traiteur, et le Roland-Garros aussi. Et en fait, des fois, quand tu viens d'arriver, tu dois émincer parfaitement des oignons. Et c'est vrai, ça m'a renvoyé vraiment à cet endroit-là où j'étais en train de couper des oignons, et j'étais persuadée à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. Et je pense que c'est ce qui m'a fait tenir, c'est que je savais que c'était pas ma vie pour toujours. Mais que si j'acceptais pas ça, ça ne pouvait pas arriver. Alors c'est très bizarre, ce que je veux vous dire. C'est que comme s'il fait le bien, comme si ce que je devais faire là, tellement éloigné de tout ça, fais le bien parce que tu vas réussir à être là-bas si toi tu fais ça bien. C'est très bizarre. Donc je m'appliquais sur une tâche tellement éloignée, et je ne sais pas, cette énergie, je l'ai reçue comment pour avoir cette acceptation. D'ailleurs, je fais un chapitre qui s'appelle l'acceptation, d'accepter quelque chose tellement dur et difficile à accepter, mais si tu le fais bien là, la récompense, elle va venir, t'inquiète pas. Et c'est pour ça que je dis ça, j'ai dû couper beaucoup d'oignons pour réaliser mon rêve olympique. Et voilà, et c'était pour moi évident, comme si j'incarnais ça, mais je l'avais mis dans un tiroir fermé à double tour, et j'ai évité d'en parler. Parce que des fois, lorsqu'on on peut parler de certaines choses, et ça je me suis rendu compte très vite, on peut être happé par l'extérieur, et l'extérieur, on est des êtres sociaux, et cet extérieur peut tout de suite nous emmener dans plusieurs directions, parce qu'on peut être happé par ses croyances. Parce que voilà, les gens m'ont dit genre, attends, c'est moi, voilà, au niveau, c'est fini, voilà, c'est terminé, voilà. Et la petite anecdote, c'est que toutes mes copines qui partaient en sport-études à Aubonne, quand des fois j'étais en repos, je partais tout le temps les chercher. Je les voyais jusqu'à Aubonne. Je prenais le train de Noisy jusqu'à Aubonne quand elles sortaient du sport-études. Et je vivais à travers elles comme si moi aussi j'étais dedans. Mais moi, j'étais en cuisine, quoi. Je venais juste les chercher. Je passais cette énergie avec elles. Mais voilà, je pouvais les voir juste, je me rappelle, le vendredi. Donc je partais jusqu'à là-bas. À chaque fois, j'ai de l'émotion quand je dis ça, parce que j'ai encore Nina Canto, quand elle a vu mon parcours, elle me dit, putain, mais
Elle me dit, meuf, tu venais nous chercher jusqu'à là-bas, tu revenais. Et donc, je partais aller les voir et elles me racontaient tout ce qu'elles ont vécu, tout ce qu'elles ont fait. Je posais plein de questions comme si j'avais envie de vivre avec elles. Donc, psychologiquement, je visualisais comme si j'étais avec elles. C'est très bizarre. C'est pas, on pourrait dire que c'est un peu par procuration, mais c'est aussi par inspiration. Voilà, c'est ça. Et puis, comme si il fallait que je sache ce qui se passe, comment ça marche. Voilà, les choses, je posais des questions, il s'est passé ça. Et c'est comme si je vivais avec elles. Donc j'arrivais à accepter cette situation que je suis en cuisine et loin de mes copines. Et puis voilà, comme si je vivais ça, parce que tous les vendredis, j'allais les chercher, des choses comme ça. Donc c'était c'est assez marrant cette période de comment j'ai procédé, mais je pense que c'est ce qui m'a fait tenir. Voilà, cette envie de croire jusqu'au bout que peut-être ça va arriver un jour. Et donc je n'ai jamais, au fond, cessé d'y croire. Même si des fois, je pouvais avoir des moments très, très difficiles. Parce qu'il faut savoir que j'étais en contrat calife, mais voilà, moi j'ai aussi fait à côté, plein de travail. Je faisais par exemple, je vendais le foie gras. Il fallait toujours qu'il y ait du business. J'avais un côté très entrepreneur, ça c'était sûr. J'avais un pote breton et lui il était en dernière année de bac pro, on s'était liés d'amitié. Puis je lui dis, il allait chercher le foie gras et en fait on allait enlever les nerfs et tout. Et chaque Noël on en vendait mais des tonnes. Ouais, on achetait les terrines, on faisait un business, on partait à métro acheter des terrines. Acheter le vin et tout. Et on faisait, et puis on vendait, j'ai vendu ça, mais tellement à la famille. On vendait, on faisait notre business de foie gras. Et maintenant, je lui en parle, les foie gras et foie d'oie. Il fallait enlever les nerfs avec la cuillère. Incroyable. Donc, il y avait toujours ce truc un peu... Il fallait que, voilà, il y avait un côté entrepreneur, en fait, dans la chose. J'avais ce mindset, je pense. Et que tu détermines avec, tu disais, la conviction que c'était passager, mais en même temps, il fallait que tu passes par là. D'ailleurs, pour revenir un peu en arrière, après on parlera de ta transition sur le judo et puis ton livre et puis tout ce que tu fais, mais est-ce que cette conviction-là, tu arrives à savoir à quel moment tu l'as chopée quand tu, par exemple, parce que j'entends dans ton parcours, pendant longtemps tu connais pas ta mère. Est-ce qu'à un moment, cette conviction, elle est née là? Est-ce que tu as ciblé un moment où tu te dis, tiens, ça ne va pas durer, Alors maintenant, enfin, avec maturité et beaucoup de compréhension de la psychologie, et que je sais comment je fonctionnais, à l'époque, je n'aurais pas eu ce discours. Mais je pense que, sincèrement, je pense qu'à l'époque, en fait, déjà, lorsque je suis arrivée, j'ai hérité de pas mal de traumas. Et je pense que ce n'est pas culturel chez nous d'aller voir un psy. Donc lorsque je suis arrivée, je pense que je devais voir un psy directement déjà, pour voir si... voilà, et puis c'est pas très culturel. Voilà, c'est pas très culturel. Déjà, il fallait s'installer, voilà, et il y avait un univers où il fallait que voilà, on se regroupe avec ma sœur, tout ça, enfin voilà. Et je pense que le sport, je me suis noyée dedans et le sport m'a enveloppée. Et c'était une chose déjà extraordinaire en fait. Mais c'est comme si j'avais enfermé des mémoires. Boum, ça y est. Donc là, je m'en occupe pas. Donc, tout est sorti bien plus tard, où j'ai fait une longue thérapie, tout ça. Mais tout était à l'époque où, voilà, inconscient, mémoire, j'enferme. Et je me concentre sur... en fait, en réalité, j'avais sublimé ça à ce moment-là. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait des choses qui sont là que je ne comprenais pas, mais tout de suite, voilà, je vais faire ce qu'il faut faire là. Donc j'ai un peu fait, je pense, alors dans la psychologie, tu sais, tu as Freud qui est dans l'inconscient, mais tu as aussi Adler que moi j'aime plus. Ouais, que j'aime voilà, moi Adler, c'est son livre qui est juste extraordinaire, Avoir le courage de ne pas être aimé. Moi, c'est un chef-d'œuvre ce livre. Et en fait, j'ai plutôt plus suivi un peu ses études et de sa façon de mettre les choses en action. C'est ton passé ne détermine pas ce que tu es, c'est ce que tu fais à chaque jour, chaque courage, le petit courage de chaque matin. Et moi, je crois que inconsciemment, sans connaître Adler à l'époque, j'ai fonctionné comme ça tout le temps. Et c'est ça qu'en fait qui m'a sublimé. Donc je pense que lorsque j'ai tout pris, quand les tiroirs ils étaient ouverts, moi j'étais prête. Et c'est ça qui est paradoxal dans plein de, je pense, dans les individus. Moi, je pense que j'ai eu de la chance que lorsque tout était tombé, j'étais prête à recevoir ça et à le traiter. Parce que j'avais déjà fait ce travail-là de sublimation, de discipline, d'envie, je pense. Et pour passer au judo,
je me rappelle d'une phrase que tu m'as dit. On est en 2015 ou 2016, à cette époque-là, on se rencontre pour bosser un petit peu sur Rio et tu me dis, parce que là aujourd'hui tu me dis que le sport t'a enveloppé, mais tu me dis je rentre dans sur un tatami de judo, ils sont en pyjama, ça pue, j'ai 20 ans, rien ne me destinait à faire du judo. Tu te rappelles ou pas? J'ai pas oublié. Incroyable. Oh, t'es même incroyable. Oh, qu'est-ce que ça sentait mauvais le premier jour. Parce que maintenant, je ne sens plus rien. Mais en vrai, quand tu sais pas, moi, tu sors de l'athlé, du hand, tout est aéré, voilà. Et à l'époque, j'accompagne un jeune, Rodolphe, qui est tout jeune, disons moins que moi, et qui va au judo, et que je l'accompagne, je vais le chercher. Et puis il y a un entraîneur, Yves Abdoun, la famille Abdoun, son frère qui était en équipe de France. Et il me voit arriver, il me dit « Ouais, je peux te prêter un kimono ». Le petit « Viens faire du judo, viens essayer et tout ». Moi, personnellement, je voyais ça et je connaissais grâce à qui, ce qui était drôle, parce que je faisais de l'athlé aussi à Neuilly-Plaisance et j'étais avec la sœur de Gévry Zeman, Marie-Jo. Je savais que sa sœur faisait du judo. Pour moi, sport, vous allez rigoler, chinois, parce que Asie, sport asiatique, je savais pas si c'est chinois, coréen. Pour moi, c'est l'Asie. C'est pas un sport pour moi, en fait. Et je sais pas, c'était les préjugés à l'époque, je sais pas, le jugement à 2 balles. Parce que je ne connaissais pas. Et j'ai identifié le judo avec Gévryse, c'est la sœur de Marie-Jo finalement, Gévryse Zeman, parce que voilà, elle avait un nom. Et puis c'est du 93, pas très loin, de Neuilly, moi je suis à Noisy. Et finalement, je mets le kimono, je rentre dans ce dojo. Je ressors et je reste dehors parce que ça sentait une odeur incroyable. Je voulais pas rester là-dedans. Et puis finalement, les petits n'ont mangé OK. Et donc, il m'a filé un kimono. Je fais, ouais, je vais essayer. Et puis d'ailleurs, la sensation du kimono, j'ai l'impression qu'il s'enlevait tout le temps. Je savais pas mettre ma ceinture. Enfin bref, j'ai mis tard avant de savoir. Je pense que j'ai mis peut-être 3-4 mois avant de comprendre comment on mettait cette ceinture qui s'enlevait. Puis je sais pas, l'entraîneur, Yves, il me voit, on m'explique 2-3 trucs. Tac, tu fais ça. J'avais 20 ans. Même 20 ans un peu passé, j'allais partir sur les 21. Et puis là, il me dit mais toi, tu continues ce sport, tu peux être vraiment forte. Il m'a dit juste ça. Et moi, je l'ai vu, Jonathan, en anneau olympique. Je rigole pas. En fait, c'était à travers mes yeux, mais je voyais des anneaux, tu sais, comme les dessins animés. Dingue, quoi. Où il m'a dit, tu peux être forte. Tout de suite, en fait, comme s'il avait appuyé sur un bouton, il a pris la clé tu te souviens du tiroir? Ouais. Comme s'il avait la clé, j'image le truc, tu vois, il est arrivé dans mon cerveau, il a ouvert le tiroir des jeux. Waouh! Et je sais pas, je sors de là, je me rappelle, j'avais eu une amie, puis je lui dis, ça y est, parce que bon, j'ai une amie d'enfance à chaque fois. D'ailleurs, je mentionne dans le livre, à chaque fois, elle connaît rien au sport. Et c'est pour ça que j'ai un chapitre qui s'appelle Les belles rencontres. Et il y a toujours des êtres comme ça qui peuvent croire à ta folie. Et en fait, c'est mon amie d'enfance, parce qu'elle me connaissait, lorsque même je ne parlais pas français, c'était une voisine, on a grandi ensemble. Et puis à chaque fois, je lui dis, à ton avis, je devrais faire de la natation au jeu. Et comme elle ne connaît rien au sport, mais vraiment rien, c'était vraiment la fille, rien, le sport, elle moi. Ah bah oui, tu peux, je pense. Bah essaye. Et puis je lui disais, le ski. Ah ouais, ça aussi c'est une bonne idée. Elle était toujours dans oui. Comme elle connaissait rien, ouais, je crois que c'est possible. Et puis je sais pas, on faisait un peu du patinage. Ah ouais, tu devrais faire ça, je crois. Il y a Soria Bonali, elle aussi, tu peux t'identifier. Et en fait, c'était toujours oui. Et donc, comme je sais qu'elle allait me dire oui, je partais voir la bonne personne qui allait me dire oui. Ah, je fais, ah là, je crois qu'elle c'est le judo. Ah, le truc qui fait le petit. Ouais, ah ouais, je pense que c'est ça. Tu vois. Et que si je lui disais, je vais faire les jeux, bah oui. Et donc, justement, cette naïveté de ne pas connaître, pour elle, tout est possible. Why not? Et donc, elle me donnait un peu ce poisson-là, cette amie, tout le temps. Dans ce que je fais, dans toute ma folie, elle m'a toujours suivi, oui. Donc, je m'étais happée, enfin, par tout son univers, de me dire oui. Donc, voilà, je parlais que elle de ce projet-là. Et puis, je pense que certaines personnes, pour elles, c'était genre limite, non, elle pense pas du tout au jeu, mais déjà progresse à connaître ce sport, quoi. Et puis voilà, là, je me souviens, je partais. C'était le début où il n'y avait pas forcément trop Internet. On n'avait pas forcément tous Internet à fond à la maison, donc on allait dans les cybercafés. Ouais. Donc j'allais dans les cybercafés, taper judo. C'est qui a inventé ce sport? Ah, Kano, ok. Jigoro Kano. Ah ouais, d'accord.
Japonais. Ok. Ah, Japon, ouais, ok. Et puis moi, en fait, je pense que je suis très curieuse. J'avais une obsession de tout savoir. Alors, c'est vrai que j'ai un côté, c'est vrai que j'ai un petit surnom qu'on me dit souvent, à te faire ton autiste avec les sujets. C'est-à-dire que dès que j'ai un sujet, ben, je peux rester des fois 5-6 heures dessus. Juste pour comprendre c'est quoi. Donc, Japon, ça va m'emmener sur le Japon. Alors là, ça y est, j'ai oublié le judo. Voilà, comme tu dis, j'ai oublié le judo, je pars sur le Japon. Ah, le Japon, et donc je veux partir sur des sujets. Et donc, en fait, je commence à connaître tout l'univers du Japon et pourquoi ils ont fait le judo, le jujutsu. Ah, et pourquoi ces règles au jeu. Donc, je commençais à vraiment faire une formation sur le savoir, quoi. Et puis, je continuais à aller au judo. Je continuais, je commençais à aimer. Et puis là, je ne sais pas, j'ai dû en parler, les pompiers la rencontrent. Ben ouais. Oui, parce que quand même, tu as aussi cette casquette-là. Il faut quand même savoir qu'en 10 ans, tu as fait pompier, que tout à l'heure, à l'interphone, tu as dit « c'est les pompiers ». Bah, comme c'était pas toi, je voulais lui faire un petit peu une petite... voilà. Et ben en fait, je partais courir avant d'aller au judo. Destin de la vie. Je ne le connaissais pas du tout. Je connais l'univers parce que c'est un pompier, mais tout l'univers militaire, tout ça. Et puis il y avait un gradé qui courait au même moment que moi. Je cours bien, je sors de l'athlète, moi, une bonne foulée. Je faisais un footing, puis il y a un gradé qui court à côté de moi. Et ma première pensée, jugement à 2 balles, je me suis dit, ah, il me drague, pourquoi il court à côté de moi, il me parle? Laisse-moi tranquille. Et là, il courait, il se dépêchait, quoi. Je suis, bon, bref, je vais lui montrer que je peux discuter en même temps, je lui dis cardio. Donc, je courais à côté de lui, et puis il me dit, ah, t'as une bonne foulée et tout, une belle jambe. Bonne foulée, et puis là, il me dit, ah, moi, je suis pompier à la caserne d'à côté. La caserne était juste là. Et je fais, ah, d'accord. Et puis il me dit, ah, ça y est, on a ouvert aux femmes. Je les ai ouvert quoi? Et puis, le métier de pompier, ça y est, il avait la Légion. Dans le corps d'armée, c'est les seuls corps où il n'y avait pas de femmes, c'est la Légion étrangère. Et les pompiers, pareil. Il faut savoir que c'est dans les armées où ils travaillent tout le temps, la Légion étrangère, voilà, vous savez, et les pompiers de Paris qui sont tout le temps en action. Et ça y est, on a ouvert. Ah, ok. Et je sais ce que ça veut dire un pompier de Paris, mais ça consiste à quoi? On sauve des vies, on fait du sport. Donc il me laisse juste 2 mots, quoi. Waouh. Batman. Batman, je suis avec une cape, tu vois. Et puis, tu sais, j'ai visualisé le truc, ah ouais, et puis il me parlait, et puis il me dit, ouais, là on était en 2005, et ils ont ouvert aux femmes en 2002, quoi. Et puis il y avait très peu de femmes encore, parce que les tests et tout. Puis il dit, il faut faire quoi? Il me fait, bon, pour rentrer, il me dit comme ça, il faut aller à l'armée de terre. Il m'explique l'armée de terre, il y avait trop de mots, armée de terre, pompier, militaire, ok, le génie. Plein de mots comme ça, ok, je fais. Et c'est où? Il me dit, ouais, il faut aller dans ton département, à l'armée de terre et tout. Et 2 jours, je pense 3 jours, je pars voir par curiosité, donc forcément, je suis partie me renseigner. Et je pars, je rentre. Et vraiment, j'ai fait les choses, même pas. Je suis par curiosité. Allez, je pars pour voir. Et là, je rentre. C'était là, ça n'a rien à voir avec les pompiers, c'était l'armée. Les gens qui étaient là pour recruter. Et j'arrive et je me souviens, j'avais dit pompier de Paris, ils avaient rigolé. Parce qu'ils me disaient, ah, pompier de Paris, parce que c'était le début, donc pas de femme, quoi, c'est un métier. Il y avait encore un ancrage qu'une femme ne pouvait pas. Ils avaient un peu, j'ai senti qu'ils voulaient m'envoyer dans un autre corps. Ils me proposaient plein d'autres corps. Je dis, non, moi, je ne veux pas faire la guerre. Donc, pour moi, l'armée, c'est faire la guerre. Moi, je veux sauver des... Ils me proposaient plein de corps d'autres, enfin voilà. Et moi, la marine, non, c'était pas la marine, mais des choses un peu, je sais pas, l'infanterie. Non, pompier de Paris, donc il m'explique que c'est le génie, puis il me donne un dossier bon, tu sais, genre, essaye quoi. Tu vois. Je savais pas, ils avaient qui à faire en phase 2, je disais rien. Ok, je prends, je remplis. Il me dit, bon, il y a des tests. Et comme c'était le début, donc tout de suite, les femmes, on n'attendait pas longtemps. Dès qu'il y avait une femme, on l'a testait, quoi, parce qu'il fallait rendre ça, féminisation des femmes. Et là, je me retrouve 3 jours à Vincennes. Tu connais, hein, pas très loin de l'INSEP. Je ne sais pas si tu vois où c'est. À Vincennes même, hein, il y a le fort là-bas pour les tests. Puis là, les tests, je les explose, quoi. Et j'ai fait les tests les mêmes que les mecs. J'avais refusé de faire les mêmes tests que les filles. Parce qu'il faut savoir que les pompiers, il y a aussi les tests garçons, et barème et filles. Et puis moi, je me suis dit, si je faisais le même métier, tu vois, je sais pas, pour moi, il fallait que je fasse le même barème. Luc Léger, il fallait que je le pète. Les tractions, t'inquiète pas. Et en fait, dans l'eau, je sais pas, il y avait
pas mal de personnes, j'étais dans le top 5, quoi. Et voilà, il y avait plein de garçons encore derrière moi. Et puis là, tout de suite, au bout de même pas 3 semaines, un mois, et je ne savais pas ce qu'il allait m'arriver. Moi, je partais juste jouer, peut-être, je ne sais pas, au fond de moi, si je voulais rentrer là-dedans. Je ne savais pas qu'il fallait être enfermé dans un fort avec pas mal de mecs. Je ne savais pas ce qui m'attendait, en fait. J'ai fait juste les choses comme ça. Sauf que là, je reçois un truc officiel. Tac, ok, ils ont accepté, tac, et je rentre. Je vois qu'au début, bon, on rentre avec un petit salaire, mais finalement, tu es nourri, logé, tout ça. Tu rentres peut-être avec, à l'époque, 900 balles, 950 balles ou un peu moins de 1000 balles, mais tu es nourri, logé. Enfin, tu sors pas, quoi. Voilà, c'est un peu comme l'argent de poche, quoi. Mais là, c'est une décision de vie juste incroyable. Je prenais mon pactage. Et à partir du moment que j'étais à Villeneuve-Saint-Georges, je suis rentrée dans ce fort, je n'étais plus civile. Et ça, je n'avais pas cette sensation. C'est que tu es militaire. Ouais, et tu changes de casquette, tu changes d'identité. Tu changes d'identité parce que tu n'es plus civil. On n'est plus civil. Même si quand voilà, tu rentres, du moment que tu as changé tes vêtements, ça y est, tu t'assignes dans une institution. Et là, je ne savais pas ce qui m'attendait. Et puis je pars à Villeneuve. Et là, j'étais la seule femme, je ne sais pas, parmi combien d'hommes dans ma section. Voilà, et tout le monde était crâne rasé, tout ça. Et moi, j'avais peur de quoi? Qu'on me rase la tête. J'avais mal au but pour ça. J'ai dit, moi, mes cheveux, ils ne poussent pas comme vous. Si tu me rases les cheveux, je vais raser les cheveux, je vais attendre je ne sais pas combien d'années. Non, 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 non. Et j'avais peur de ça, j'avais mal au bide pour ça. Et quand je me souviendrai tout le temps, il y avait la queue pour raser leurs cheveux. Moi, j'étais là, voilà, j'avais vraiment une hantise qu'on me rase mes cheveux. Et sauf que, comme j'aime bien lire les choses avant que je rentre, j'avais vu une petite astérisque que si la femme a la nuque dégagée, on ne doit pas l'obliger à raser ses cheveux. Donc moi, ils essayaient de me les raser, mais sauf que j'ai sorti la petite note. Et là, j'ai ramassé. Donc, comme je sors la note dans la règle, ils m'ont dit OK. Sauf qu'ils m'ont fait un peu la bizarre parce que j'ai sorti la note. Non, non, il y a une note là, vous n'avez pas le droit de me raser mes cheveux. Et donc, je faisais un chignoche tous les jours parce qu'ils ne voulaient pas que je perde du temps en fait. Ouais. Et donc, j'ai réussi finalement à ne pas les raser. Donc, c'était cool. Mais je me retrouve dans un univers juste incroyable. Donc, et qui est très paradoxal dans la coexistence de lumière et d'ombre. Il y avait des gens extraordinaires, que c'est mes frères d'armes, comme des gens où j'ai tellement souffert. Donc, voilà, les pompiers aussi, c'est le reflet aussi de la société, c'est des êtres humains. Bien sûr. C'est des êtres humains avec une expérience de pompiers. Donc, il y a des gens bons et des gens pas bons, et des gens moyennement bons. Donc, il y avait tout le monde là-bas. C'est pas parce que pompiers sauvent la vie, c'est aussi des humains. Donc, des humains pas très sympas et des humains extraordinaires. Et donc, moi, je me suis tout de suite mise avec les gens qui étaient lumineux, gentils, qui étaient bienveillants. Et voilà. Et après, voilà, j'ai essayé de me faire un petit groupe avec qui pouvait aussi on se protégeait entre nous. Et puis voilà, c'est l'univers de l'armée. Je ne sais pas si tu connais bien, mais il faut le vivre pour le comprendre, quoi. C'est d'autres codes, c'est d'autres philosophies, c'est d'autres. J'ai appris avec maturité que finalement, des gens que je détestais, qu'aujourd'hui je pourrais apprécier, parce qu'il y avait aussi des instructeurs tellement durs avec moi, mais c'était pour me préparer, parce que ils savaient que c'est un métier très difficile pour une femme, on va appeler ça factuellement les choses, c'est dur, c'est un métier très très difficile pour une femme, et c'est un métier qui est dans un milieu très patriarcal, il peut être misogyne, il y a aussi du racisme, il faut le dire, et je pense qu'ils me préparaient vraiment pour que j'accepte, enfin c'est pas que j'accepte, que je sois assez solide pour, peu importe les interventions ou des choses hostiles à l'extérieur. Et donc c'est pour ça qu'ils étaient très difficiles avec moi. Donc c'était genre une forme d'amour, cette façon, ils ont une façon de te porter de l'attention. La petite anecdote que je vais te raconter et que je trouve extraordinaire, c'est qu'un jour j'étais en débat avec un qui disait des choses un peu très difficiles sur les femmes, et moi j'aime bien être en débat avec des gens qui disent des trucs, je pourrais être en débat avec même des gens racistes pour essayer de leur faire changer d'avis, au lieu de les rejeter, j'essaie de comprendre et d'essayer de leur changer d'avis, moi j'ai aucun problème avec ça, vraiment. Et lui, en fait, il m'a dit une chose après, il m'a dit, tu sais, je suis peut-être dur avec toi parce que le fait qu'il y ait une mort au feu femme, je pourrais pas, on va dire, le porter sur mes épaules. C'est-à-dire qu'un homme, un collègue à lui, homme meurt, mais que si une femme
genre dans le camion, elle n'est pas là, bah pour lui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus impactant. Donc je trouvais ça tellement paradoxal qu'il soit dur, mais la raison profonde de sa peur, parce que la peur finalement, des fois rend méchant, donc il avait une peur quelque part. Et donc en fait, cette peur, il me l'a refilée, mais d'une manière négative, mais cette peur, c'était aussi une forme d'amour. Ouais, il était motivé par quelque chose Ouais. dans le fond. Ouais, c'est ça qui est paradoxal. C'est pour ça que moi, j'essaie de... Tout n'était pas avec beaucoup de recul aujourd'hui. Hein. Je dis ça, à l'époque, je voulais tous les tuer. Je voulais tous les égorger, quoi. Ah, j'étais très en colère, en plus. Et puis, il y a aussi quelque chose qui était, je trouve, et je m'en rends compte maintenant, c'est que moi, je n'ai pas grandi sur un repère. Donc, figure paternelle. Parce que mon père n'était jamais là, donc j'ai jamais eu d'échange avec mon père. Je n'ai pratiquement pas eu d'expérience voilà, humaine avec lui, j'en ai pas du tout le souvenir. Et voilà, figure paternelle absente. Et je pense que pour une fille, d'avoir un repère, c'est quelque chose d'important dans la vie. Repère, papa, voilà. Et j'en ai eu plein là du coup. Donc des hommes, c'est patriarcal, et qui m'ont un peu cadré. Et ça aussi, c'était quelque chose de, je trouve, bénéfique pour moi. À l'époque, je ne le comprenais pas, mais aujourd'hui, oui, j'ai eu plein de papas, quoi, des majors, des adjudants. Sors pas là, viens là, toi, viens ici, tac, 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 tu vois. Et ceux qui, forcément, qui étaient dans l'univers de la bienveillance. Et je pense que j'étais enveloppée par ce repère de ce qui me manquait. Donc ça m'a structurée, en final. Et donc c'est pour ça que je dis que les pompiers, pareil, c'est aussi... ça a sublimé encore plus... de ce que j'ai fait par la suite. Ils font partie de ça, toute cette rencontre incroyable, toute cette institution qui m'a aussi aidé à sublimer tout ce que je fais aujourd'hui et mon potentiel. Ce que je trouve incroyable dans ce que tu évoques, c'est qu'on entend, tu vois, derrière une profession, souvent il y a des valeurs. On imagine que les pompiers, valeurs hyper altruistes, sans doute, et qu'en même temps, derrière, on peut ajuster ces valeurs, et enfin, ne pas avoir finalement toujours les mêmes, mais en même temps avoir une valeur commune qui est là, voilà, derrière sauver des vies. Toi, c'est quoi qui t'a le plus plu? C'est quoi les valeurs justement qui t'ont le plus marqué chez les pompiers? En fait, lorsque je suis arrivée pour signer, je devais signer des papiers et puis connaître, il y a vraiment... c'est un texte comme le judo, il y a des valeurs à connaître, hein, l'amitié, voilà, on connaît le respect de l'autre. Et je ne vais pas le dire par cœur parce qu'il est très long, mais le début il est très percutant. Je ne veux connaître ni d'où tu viens, ni qui tu es, ni ton identité, si tu m'appelles Jacour. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est je viens te sauver, peu importe qui tu es, ton niveau social, ta culture, tes origines, ta religion, je m'en fiche. Tu es un être humain, tu m'appelles Jacour et je viens te sauver. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'avais lu ça. Ça m'a fait quelque chose de fort, c'est-à-dire que je me suis dit, ah, je suis à la bonne place, quoi. C'est vraiment... ça m'a en fait renvoyé au vrai super-héros, quoi. Tu vois, c'est... Voilà, il n'y a pas de... C'est voilà, il y a un humain qui est en détresse, peu importe son genre, tout ça. Et ça, c'est vrai que ce texte a fait que j'ai signé tout de suite, et même si je savais que ça allait être extrêmement difficile. Et après ce passage chez les pompiers, tu pars sur vraiment le projet olympique. C'est marrant parce que je ne peux pas m'empêcher de penser, voilà, que ce soit les pompiers ou que ce soit la cuisine ou que ce soit le judo, tu as choisi 3 univers où il y a un costume. Et tu as choisi 3 univers qui ont des codes, de valeur très forts. Le judo, c'est écrit sur le dojo. Donc je trouve ça vachement amusant. C'est vrai qu'une fois à la conférence, j'ai eu cette idée-là, c'était de ramener les 3 tenues. Et j'ai fait une conférence là-dessus, c'était les costumes, sur la personnalité, le persona en fait, le masque. Le masque, ouais. Et j'avais joué avec mon casque, ma tenue, où j'ai toujours créé Asma-Nyang de ma veste de cuisine, et puis bon, forcément le judoji. Donc ouais, c'est vrai, 3 costumes. 3 costumes. Et après, quand tu prends le costume du coup d'athlète de haut niveau, là tu fais un truc
surprenant. Enfin, c'est-à-dire que toi, tu t'entraînes avec des membres de l'équipe de France et puis Militaire, ouais. militaire, ouais. En fait, non, je faisais partie de l'équipe de France militaire, mais j'étais partenaire. Et ça, c'était incroyable. Parce qu'à l'époque, on appelait ça les viandes. Ouais. Mais moi, on me propose au bout de 3-4 ans de judo, je pense, ouais, 4 ans de judo comme ça, 4-5 ans, d'être partenaire. Bah, il y en a, enfin, moi, c'était top, quoi. Enfin, moi, j'étais content d'être là. Parce que j'avais ce rêve qui était là, mais je me dis, tu côtoies les meilleurs, tu es avec eux, même si tu es leur partenaire, tu vas apprendre, bah, c'est magnifique. Donc, en fait, partenaire, moi, déjà, c'était incroyable. C'était pas, je voulais rester à cette place, mais c'était, je vais apprendre, un truc accéléré. Donc d'être partenaire de Givry, de Decausse, de toutes ces athlètes-là, de chuter, de venir à tous les stages pour les aider à leur championnat, pour moi, c'était comme si j'étais dans le banc d'école, on accélérait. Certains faisaient la gueule, moi, j'étais tout le temps heureuse, en fait. Et donc, j'ai pris ça positivement tout le temps, en fait. Voilà. C'est vrai que c'est un rôle qui est hyper important parce que bon, là, au moment où on enregistre, on est à la veille des Jeux Olympiques quasiment et on va voir des champions, mais il y a plein de viandes ou de sacs à viande qui ont participé à entraîner aussi ces champions et on les verra pour certains jamais parce qu'à travers ce poste-là, ils se seront blessés ou ils n'auront pas été sélectionnés. C'est un rôle d'ombre hyper fort. Et à un moment, tu décides de partir pour le Maroc. Oui. Alors raconte, parce que tu... Alors, Gros je pense qu'à un moment donné, je commence à évoluer dans le judo. Je commence à sentir que je pouvais faire quelque chose. Alors, j'étais souvent au pied du podium au championnat de France première division. Et une année, je fais 3e. Je fais 3e. Là, on est en 2011. Et à l'époque, il y avait un entraîneur d'ailleurs qui est directeur technique, je ne sais pas vraiment son poste aujourd'hui, hein, Baptiste Leroy, qui était au Maroc à l'époque. Et je me souviens, il m'avait contacté et il me dit, sachant que moi je n'ai jamais mis le kimono de l'équipe de France civile, j'étais dans l'équipe de France militaire. Donc en vrai, j'avais pas on va dire, d'obligation vis-à-vis de partir, parce que des fois quand on est équipe de France, voilà. Et là, on me demande mes origines et tout, et faut savoir que moi je suis née au Maroc, mais j'étais sénégalaise. Je n'avais pas la nationalité marocaine. Sénégalaise par mon papa. Je suis arrivée en France avec ma mère naturalisée française. Et ce qui est drôle, c'est ma 3e naturalisation, je suis naturalisée. C'est même pas origine, je suis naturalisée, c'est-à-dire que j'ai été naturalisée française bien avant marocaine. Et donc, comme je suis née au Maroc et ma mère est marocaine, et comme ça fait peut-être maintenant 15-20 ans que notre roi qui a mis le fait que les femmes peuvent donner la nationalité, donc je suis devenue marocaine par la suite. Donc 3e nationalité, naturalisée marocaine, et puis il m'explique, ouais, voilà, le Maroc. Donc il fallait faire un choix. J'étais dans l'armée française. J'avais fait déjà mon temps, et décision exceptionnelle de fou. Là, tu pars dans l'inconnu, quoi. Donc imagine, j'appelle ma mère, les gens autour de moi à 29 piges, et je vais dire, je vais tout planter, une carrière militaire où je peux aller loin, voilà, jusqu'à ma retraite, tout ça, et pour aller faire du judo, quoi. J'ai la dinguerie, imagine juste, faire du haut niveau à plein temps à 29 ans. Ça ne va pas rentrer à la tête des gens. Donc, non. Et j'étais persuadée que je pouvais, moi encore, que c'était pas, parce que des fois, il y a des athlètes qui peuvent partir ailleurs avec des quotas, tout ça. Moi, je misais pas tous ces trucs-là. Moi, je voulais carrément, j'avais visé les meilleurs mondiaux. Meilleurs mondiaux, voilà, si je pouvais gagner une médaille mondiale. Enfin, voilà, j'ai toujours vu quelque chose de très loin. Et c'est vrai que là, j'ai eu des retours très négatifs. Non, c'est pas possible. Genre vraiment, tout le temps, non, c'est un délire, 29 ans, compliqué. Il y en a plein qui sont partis, ils ont eu juste le quota, ils sont revenus. Enfin, je voyais quelques athlètes encore qui partaient, mais il n'y avait pas un retour de personnes qui avaient perfé incroyablement. Puis je sais pas, je me suis dit, je sais pas, je l'avais senti. Et là, je prends une décision exceptionnelle. Qui dit décision exceptionnelle dit contrainte exceptionnelle. Dit résultat exceptionnel. Et aussi résultat exceptionnel. Voilà, tout va. Puis tu sais, hein, comme je dis souvent, quand tu veux monter une montagne de dingue,
Tu vas pas la monter comme ça, hein. Tu vas morfler avant d'arriver, quoi. Et puis voilà, j'arrive au Maroc fraîchement. Et là, il faut savoir que dans un chapitre, je parle d'intégration en France, mais il fallait qu'aussi un retour. Tu t'intègres là-bas. Bah oui, Ah ouais. c'est un retour. J'ai quitté ça depuis des années, 11 ans, même si je partais en vacances. Mais là, je retourne, il fallait que... Enfin, on m'identifie à ça, parce qu'après, tu es une MRE, marocaine dans l'étranger, française, sénégalaise, il y avait tellement de choses. Donc, je suis passée, j'ai l'impression, toute ma vie à m'intégrer dans des endroits. Donc, à chaque fois, je l'explique, en fait, c'est dans lui, c'est ça qui est le paradoxe. Quand on est métis, on s'intègre à chaque fois. On essaie de s'intégrer, parce que finalement, on est plein de mélanges de plein de choses. J'avais expliqué ça comme un zèbre avec des rayures riches de plein de cultures. Et donc, nous mettre dans une case quelque part, des fois, c'est un peu... On peut très bien embrasser le tout, en fait, sans... Et donc, voilà, au Maroc. Et là, je me souviens, je fais les Jeux Pan-Arabes. C'était une de mes premières compétitions où j'avais fait le championnat du Maroc. Je gagne. Et je fais les Jeux Pan-Arabes. Et là, il y avait, je me rappelle, la médaillée de bronze de la Tunisienne, qui fait, je crois, 5 aux Jeux, 2 fois médaille de bronze, qui est très forte, Mila Douda, et qui était là, dans la KT. Et puis moi, comme je ne la connaissais pas, franchement, je ne la connaissais pas, je connaissais beaucoup les Françaises, tout ça, je ne la connaissais pas. Et il faut savoir que je ne m'intéressais pas tant, c'est ça qui est fou, aux athlètes. C'est-à-dire que dès qu'on présentait des athlètes, mais tu ne connais pas lui? Ben non. Je connaissais en France parce que voilà, les Français, forcément, je m'entraînais avec eux, mais j'étais pas trop. Je n'ai jamais été vraiment obsessionnelle avec ça. Lui, il a fait ça, je sais pas, j'étais focus sur moi, ce que je faisais, mais pas les résultats des autres. Donc je connaissais pas l'univers du judo, j'étais vraiment nouvelle. Alors qu'il y en a plein qui connaissaient cette fille, moi je la connaissais pas. Et c'est peut-être pour ça que le jour où je vais gagner, parce qu'on me l'a dit après, on m'a dit, mais tu viens de gagner la médaille mondiale, Asma. Et là, je venais d'arriver, première compète, où je gagne les Jeux au Qatar, à Doha. Et puis bon, bah, finalement, depuis que je suis arrivée, elle était tout le temps la championne d'Afrique, donc je la fais un peu sauter, parce qu'à chaque fois, c'était devenu moi la championne d'Afrique, en fait. Je lui enlève un peu son titre, et à chaque fois, je devenais championne d'Afrique. Et puis voilà, un jour, je fais un grand prix, comme ça. Donc je pense que c'était aussi à cette période qu'on s'était rencontrés, où j'avais aussi travaillé. Je travaillais aussi avec Laurent Mességuet, et je voulais vraiment comprendre de comment je fonctionnais aussi, c'était important. Parce qu'il y avait aussi des failles. J'étais toujours curieuse. Et le fait aussi que je ne suis pas en structure. Tu vois, en France, ils sont vraiment... en fait, en France, ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont accompagnés. C'est que lorsqu'on part ailleurs, qu'on comprend qu'on est seul, en fait. On n'a pas les mêmes structures, on n'a pas les mêmes choses à disposition. Et donc, si on ne prend pas, comme mon titre, sa carrière à bras-le-corps, c'est foutu. Je pense vraiment que les athlètes africains, c'est pour ça que j'ai une profonde admiration, parce que c'est des athlètes qui s'adaptent à des choses incroyables. Et ceux qui arrivent, vraiment, ils devraient être médaillés doublement. Parce que j'imagine toujours les athlètes africains, et puis aussi certains pays panaméricains aussi, hein, je pourrais me mettre dedans, parce que j'ai découvert aussi ça. C'est comme si, tu vois, image une course de 100 mètres. Tu as certains pays d'Europe, Amérique, enfin, il y a certains pays, et puis tu imagines le reste, on leur dit la course, le deal, c'est le 100 mètres. Eux, ils sont à 50 mètres derrière, mais c'est la même course. Et nous, on est là, on essaie de les rattraper, mais on n'est pas à armes égales en réalité. La compète, elle est pareille, sauf qu'on arrive en compète pas du tout à armes égales, sur plein de détails. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis beaucoup en affection et en empathie, d'ailleurs, j'en contribue aujourd'hui pleinement. Mais voilà, on arrive, je me rappelle d'une tournée que je fais Chine, Corée, Japon. Je me rappelle, il y avait des problématiques avec ma fédé à l'époque et mon président, il m'a dit, si tu es capable de partir toute seule, vas-y à la tournée. Et donc j'ai dit oui, moi tout de suite j'avais dit oui. Et j'avais fait Abu Dhabi, Chine, Corée, Japon, vraiment avec un sac à dos, toute seule. Vraiment, une expérience incroyable, vraiment mon sac à dos quoi. Et donc je fais 5 à Abu Dhabi, le Grand Chelem. Après je fais 2 en Chine. Je fais 3 en Corée, je fais 5 à la Nakano, au Japon. Et genre j'avais fait vraiment une belle tournée, quoi. C'était pas rien, puis j'avais sorti des têtes et tout. Et après, bon, comme je connais les Françaises, donc je restais des fois avec les gens que je connaissais, ils entraînent à mon égard. Moi, c'est pour ça que j'ai une bonne relation avec plein de nations, parce qu'ils savaient que j'étais celle qui partait toute seule et tout. Et à chaque fois, j'étais en référence, elle est toute seule, elle fait des médailles. Enfin, voilà, j'ai été le truc, tu vois. La référence des entraîneurs quand on dit ah, mais attends, Asma, tu vois, je me rappelle les Allemands, attends, elle est toute seule dans son stage et puis elle fait des résultats. C'était drôle, j'étais toujours celle par mon âge et pour que, un peu, des fois, ils poussent les athlètes à se dépasser. Donc, j'avais un peu cette étiquette, c'était drôle.
Et voilà, et puis là, je rentre dans le meilleur palmarès du judo marocain en gagnant un Grand Prix, le Düsseldorf, le fameux après le tournoi de Paris. Ah, c'était juste incroyable, cette journée-là, je ne m'y attendais pas. Et puis c'est la première fois que le drapeau, en fait. Et donc là, je vois que j'ouvre non seulement ma carrière, mais quelque chose du pays, en fait, continent. Et quelque chose, je représentais quelque chose de grand, d'arriver là, quoi. Et là, j'arrive 4e mondial dans le classement. Il n'y a pas une anecdote où il rame à chercher le drapeau parce qu'en fait, je devais passer après une KT, mais ils m'ont mis tout à la fin. Et j'avais compris qu'ils cherchaient, qu'ils ne l'avaient pas trouvé tout de suite parce qu'ils n'étaient pas habitués. Ils n'ont pas habitué à trouver le drapeau marocain. Voilà. Et donc, je ne m'ont pas passé dans l'ordre, sinon je devais passer après cette KT-là et je ne comprenais pas, j'étais pressée d'avoir ma médaille, moi. Mais bon, j'ai attendu et tout, et j'avais compris ça. Et puis voilà, tout cet univers. Et puis, il y a aussi la petite anecdote du contrôle antidopage. Donc, je partais au contrôle antidopage avec les champions. Je me rappelle, il y avait Ilias, on avait vraiment Iliadis, et c'est là où je m'étais liée beaucoup d'amitié avec lui. Et on avait discuté. Et donc, je commençais en fait à côtoyer tous ces champions, en fait, et rentrer dans quelque chose. Et puis, qu'on me regardait aussi, voilà. Et voilà, je commençais à rentrer dans le moule, à gagner des médailles, voilà, à passer des tours, à faire des choses, en fait. Et voilà, et j'ai senti cette énergie et j'arrive à Rio. Il n'y avait pas si longtemps, en fait, je partage en plus des stories de Rio pour faire vivre un peu les Jeux aux gens. C'est la fête des gens en ce moment. Et Rio, en fait, c'est drôle parce que lorsque je suis arrivée, c'est là où j'ai pris la plus grande leçon, et je ne sais pas s'il y a des athlètes qui nous écouteront, qui préparent Paris, que cette leçon peut les aider pour Paris 2024. C'est que j'étais tellement happée par les Jeux, mais tellement. C'était les Jeux, c'était voilà, tout, il n'y avait plus rien derrière. C'était la fin de la vie. Et quand je suis arrivée, en fait, finalement, c'est pas que j'ai rien trouvé de spécial, les Jeux, c'est extraordinaire, mais c'était une compète comme toutes les autres, en réalité. En réalité, c'est une compète concrètement, comme le Grand Prix que j'ai pris, le tirage que j'ai eu, j'aurais pu l'avoir dans n'importe quel Grand Prix où j'ai fait des médailles. J'en ai fait quelque chose de... Et puis, je suis arrivée, bon, j'avais fait déjà des Jeux MED, des Jeux pan-arabes, tout ça, francophones, toutes ces choses-là. Mais les Jeux, c'était aussi cet engouement, mais j'en avais fait quelque chose de... Tu sais, ça m'a fait penser un peu à Alchimiste. Ouais, ce voyage, et puis finalement, il arrive aux pyramides, et son voyage, il était juste dingue. Et moi, j'avais happé tout ce que j'avais fait, c'est cette énergie. Et pourtant, et je pense que c'est pour ça que ce jour-là, je m'étais pris tellement de stress, finalement, je ne fais pas de médaille, je prends en plus une locale, une brésilienne. J'avais déjà aussi battu, elle m'avait battu. C'était prenable et tout pouvait arriver ce jour-là, finalement. Parce que j'avais déjà... Et bien là, je n'avais pas ramené de médaille, donc voilà. Et puis les Jeux se terminent. Là, j'ai pris un coup violent. Toute ma vie a été... Et puis comme s'il n'y avait plus rien. Drivé depuis les oignons. C'est fini. Ouais. C'est-à-dire que j'avais plus de... Enfin, j'avais fait ça, et finalement... Et là, je me suis dit qu'en finale, ça faisait que 4 ans. Voilà, 4 ans que j'étais athlète, au final. Ça, pour relativiser, t'as pris combien de temps? 2. Pour arriver à te dire, alors attends, je viens de passer énormément de temps à être drivé par les Jeux, au final, non, ça fait que 4 ans que je prépare réellement les Jeux. Parce qu'on en parle. C'est les journalistes, en fait. Ah ouais? Bah oui, parce qu'à chaque fois, ils venaient me voir, alors pour votre fin de carrière, ils parlaient pour moi. Parce que comme j'avais 34 ans, pour eux, c'était une dinguerie de faire la suite. Et puis moi, je disais rien, j'ai demandé, pourquoi il veut me mettre en fin de carrière? Voilà, pour votre fin de carrière, pour vos derniers Jeux, je viens d'arriver, j'ai envie de lui dire, enfin, je disais rien. Donc j'étais happée par eux, et puis c'était une agression. Et à chaque journaliste, pour lui, il me mettait en fin de carrière. Et puis c'est vrai que je faisais partie des athlètes marocains, il y avait trop de lumière sur moi à ce moment-là, c'était tellement dur, parce que j'étais l'athlète qui pouvait être médaillable. Je faisais partie des minorités à Rio qui pouvaient être médaillables, par mes résultats, tout ça. Et donc la lumière était un peu là, mais il y avait aussi forcément une lumière qui disait son âge, qui j'étais, et que c'était mes derniers Jeux. Après, c'est fini. Et j'ai trouvé une parade. Je disais non, mais je vais faire une année. Moi, dans ma tête, c'était Tokyo, mais je disais rien. Je disais non, mais je vais faire une année, une dernière année. Voilà, je disais une année. Il n'y a que moi qui le savais. Et je l'ai dit à personne. Mais vraiment, ni entraîneur, ni personne. Et tu vois, pour pas qu'on me renvoie quelque chose, je disais non, mais j'ai une année. Et là, sauf que je fais demi-finale au championnat du monde. Voilà, derrière cette médaille.
2 fois de suite. Donc j'arrive et j'avais fait des grands prix, tout ça, et là j'arrive au championnat du monde 2017 à Budapest. Incroyable. Demi-finale. Donc on peut encore, aujourd'hui avec du recul, je peux vraiment discuter ma demi-finale parce que même ma concurrente aujourd'hui quand on en parle, elle me dit bon j'avoue qu'il y avait le Ouazzari. Bon bref, j'aurais pu aller en finale. Bon, il faudrait le revoir, mais c'est vrai que ce combat était très difficile, c'est pour ça que je n'arrivais pas à me relever mentalement pour la place parce que j'ai senti une injustice. Donc je fais 5 quoi. Première fois quoi. Puis très peu aussi, il y a eu des Africains, ils avaient fait des médailles, très peu, mais d'arriver dans le bloc final, demi-finale. Et là, il y a eu, waouh, Asma à 35 ans, 35-36 même, elle fait sa médaille, elle fait sa demi-finale, elle fait 5, donc c'est pas rien. Et l'année d'après, ça peut être une chance comme les gens. Ok, moi, je fais encore une demi-finale. Là, j'ai 37 piges, quoi. Et je pense sincèrement, honnêtement, maintenant avec du recul, je pense que là, je peux le dire, j'ai eu peur de gagner. Et ça, je l'explique d'ailleurs dans le livre, et lorsque j'accompagne maintenant, je peux le sentir dans ma chair de ce que c'est d'avoir... Il y a avoir peur de perdre, mais il y a aussi avoir peur de gagner. Et moi, aujourd'hui, j'ai vraiment identifié le pourquoi. Parce que quand tu arrives 2 fois demi-finale au championnat du monde, j'ai été en forme, je bats la japonaise. Ce jour-là, on était 3 à battre la japonaise. Clarisse, machine de guerre. Bélodite, machine de guerre. Asma Niang. J'étais dans l'eau des filles qui peuvent battre des japonais. Donc vraiment, battre un japonais dans un championnat du monde, c'est très difficile. Et ce jour-là, en quart de finale, je me souviens à ce moment-là ce que je m'étais dit. Je fais un premier tour, deuxième tour, la chinoise. Belge, chinoise et une autre nation. Je ne peux même pas dire, j'étais focus vraiment qui je prenais à partir du 3e tour. Et là, je prends la japonaise et je me rappelle des Français. Il y a eu la petite anecdote, c'est que les Français pensaient que Gaillet allait prendre la japonaise. Genre, ils n'avaient pas misé sur moi. Vraiment, ils n'avaient pas misé sur moi. Parce que j'avais entendu des entraîneurs, parce qu'on n'était pas très loin, genre de briefer pour la suite, quoi. Il y avait, pour elle, c'était la jab, tu vois, des fois on peut, sur le papier, non, ça va être la jab, quoi. Parce qu'on ne va pas passer la jab, quoi. J'ai ok, je sais que ça m'avait motivé, ça, cette énergie-là. Ça marche, tu vas me prendre toi. C'est moi, Asma Niang. C'est drôle d'ailleurs. Et là, je me souviens, j'arrive et dans le combat, je ne trouvais pas de solution. Et c'est pour ça que cette anecdote, elle est importante. Je ne trouvais pas de solution. C'est dur, ils te bloquent tout le temps en judo. Je prenais un shido, elle avait pas de shido, c'est moi qui prenais des shidos. Et là, à un moment donné, il y avait un maté. Je reviens à ma place et je m'étais dit une phrase. Et je m'étais dit, bon, je ne sais pas si... Je vais essayer de l'arranger le mot au mieux, mais je m'étais dit, Asma, je ne m'étais pas dit ça, mais vous imaginez ce que je pouvais dire. Asma, rien à battre, tu la colles sur le dos. J'ai dit juste ça, mais je l'ai dit d'une manière encore plus virulente. J'ai dit, Asma, rien à battre, tu la mets sur le dos. Et au moment que je fais ça, le hajime, à la prise, je ne sais pas ce que j'ai fait avant arrière, je la mets en kosoto et elle tombe en ippon. Incroyable. C'est-à-dire que j'avais dit une phrase, action, hajime, elle tombe. Oh, et là, je pense que j'ai célébré tel. Il y a quelque chose qui est sorti beaucoup trop. Parce qu'après, il y a eu la pause et tout. Je pense que je n'ai pas gardé. Il y a un truc qui a été célébré que je n'ai pas une jab, quoi. Il y a l'influx qui est sorti. Ouais, il y a une espèce d'influx de la journée. Ouais. Je pense que j'aurais continué tout de suite. Il y a eu une pause. Il n'y aurait pas dû avoir la pause. J'étais déjà encore... Et là, en fait, c'est vrai qu'à la pause, je m'étais retrouvée un peu isolée, tout ça. Je me rappelle, je m'étais pris la tête où je n'avais pas trouvé de l'élasto pour la demi. C'était tout con. Je m'étais pris la tête à trouver de l'élasto. J'avais plus de l'élasto. Et là, je prenais, Gaillet, on connaît un peu la suite, hein, un combat incroyable. Hein. Et puis là, place de 3, je prends la triple médaillée mondiale, médaillée olympique, une machine, Alvera, la colombienne. Et je mène, et il restait 1 minute, j'avais Ouazzari. J'avais juste là. Et là, je n'étais plus ici maintenant ce moment. Je me voyais gagner. Je me souviendrai tout le temps, ce passage. Généralement, quand on se souvient trop, c'est que, voilà, on n'était pas dedans.
Et je regarde le chrono, je vois qu'il reste peu et j'avais le Wazari, parce que je n'avais pas la choper au sol, donc il y avait juste le Wazari, elle est sortie. Et là, en fait, je me suis vue au podium. Donc je suis sortie du combat. Donc c'était paradoxal. Que je dis que j'avais peur de gagner, c'est que oh, Asma, tu vas être médaillée. Et je sais que je me le suis dit. À ce moment-là, j'ai fait Asma, tu vas être médaillée, j'ai ressenti une émotion. Et au moment, Adjimé, elle croise, elle fait un truc, et moi, bim, un contre. Et je me rappelle, j'étais restée comme ça. J'ai encore des frissons, j'étais restée comme ça, mais genre super longtemps. Ouais, je pense que c'était un moment tellement difficile. Ouais, 2 années de suite, c'était tellement difficile. Parce que je savais que ça pouvait être pour moi si je le voulais à ce moment-là. Et il s'est passé certaines choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude en réalité d'avoir vécu ça. C'est vrai, aujourd'hui on peut dire la médaille, tout ça, mais j'ai l'impression de ce que j'ai appris là, aujourd'hui, de ce que j'en fais, je pense que ça vaut même mieux la médaille de bronze. Je ne sais pas comment te l'expliquer, ce délire, mais j'ai appris des trucs dans ma chair à ce moment-là pour pouvoir leur donner et le partager que tu l'as vécu, quoi. C'est vraiment... ça a été difficile à ce moment-là, en sortant. C'est vrai que j'ai pleuré, je me rappelle, j'avais pleuré. En fait, je me forçais à pleurer à un moment donné parce que j'avais plus de larmes. Genre, j'avais tellement pleuré 24 heures sans m'arrêter, je rigole pas, j'avais les yeux comme ça. Je mangeais pas, j'étais restée dans l'hôtel, je suis pas sortie jusqu'à prendre l'avion. Et je faisais que pleurer. Et je me rappelle, à un moment donné, je me forçais. Même là, tu veux même plus pleurer. Pleure, je trouvais même plus les larmes, quoi, tellement que j'étais abattue. Vraiment, à ce moment-là, j'étais vraiment abattue. Parce que je savais que au-delà de la médaille, je n'avais pas réussi à dépasser ce truc-là sur le tapis à ce moment-là. D'avoir eu peur de briller, de gagner, en fait. Parce que longtemps, le syndrome d'imposteur m'a fait, maintenant aujourd'hui je m'en suis tellement débarrassée, et qui m'a fait un peu défaut. Ce syndrome d'imposteur, forcément, d'arriver dans un... C'est souvent les gens qui ont mon parcours, qui viennent avec un CV différent des autres. On peut être vraiment très vite happé par ce syndrome-là, légitimité d'être là, est-ce que vraiment tout. Et je pense que ce jour-là, le syndrome d'imposteur, il m'a fait défaut. Vraiment. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait un peu tellement happé par le résultat et se dire tiens, je vais pouvoir y aller. Ben, ça t'a sorti du combat. Et alors que si avant tu y avais cru davantage, peut-être tu aurais pu pendant le combat ne pas Oui. moins y penser. Voilà, aujourd'hui avec du recul, je sais que c'était ça qui m'a. Mais bon, après avec du recul. Avec du recul, on fait plein de choses. Et par contre, justement, profitons de ton recul là pour pouvoir te poser cette question sur le syndrome de l'imposteur, parce que on peut le retrouver dans le sport de haut niveau, on peut le retrouver dans l'entreprise, on peut le retrouver même en tant que parent. Il y a des parents qui vivent ce truc-là. Comment tu l'as dépassé, toi? Alors moi, je pense que ça, c'est vraiment une très belle question de comment on peut dépasser ça. Je n'ai pas demandé comment on peut, j'ai demandé comment toi t'as fait. Non, mais je l'ai parlé de moi. Ah ouais. T'inquiète pas, j'ai le retour d'expérience de ce que j'ai vraiment réussi à comprendre, de comment j'ai fait le process. Je pense que ça s'est fait doucement. Doucement, sur beaucoup d'années à la suite. Alors, vraiment, Tokyo, je pense. Voilà, il y a eu aussi des épisodes jusqu'à Tokyo. Et à un moment donné, je suis tombée en mini-dépression. Vraiment. Et je pense que c'est là où j'ai ouvert les tiroirs. Waouh, c'est incroyable. Parce que je pense que c'est après... parce que j'étais happée dans un truc, moi c'est tout le temps cuisine, pompier. Moi j'ai vraiment hyperactive, donc j'avais pas de place à réfléchir. Voilà, tu vois, direction de. Ok, voilà, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, Adler, donc voilà, comment il expliquait les choses, faire. Voilà, pour être, tout ça. Et puis finalement, quand me suis rendu compte que je me suis. Comment dire, comme si je m'étais mis un boulet au pied. Je me suis fait mal toute seule, en fait, à ce moment-là, parce que je n'ai pas voulu briller. Et ben, il y a des questionnements qui sont posés, et à ce moment-là, j'ai commencé à ouvrir. Et puis, c'est pour ça que c'est magnifique, des fois, hein, on dit, on voit tellement ça mal, la dépression. Ce qui est difficile dans la dépression, c'est les interdits à côté. C'est les choses difficiles qui vont, c'est très bien les interdits, hein, tomber dans des choses un peu ici, des choses qui peuvent... mettre notre vie en danger. Mais la dépression elle-même,
Des fois, c'est quelque chose qui, j'entends une renaissance dans la dépression, quelque chose. Et justement, lorsqu'on est lucide de certaines choses, de tomber dans cette dépression-là, généralement, il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, il faut des fois l'apprécier. Je ne pensais pas il fallait l'apprécier à l'époque. Et donc, je suis tombée en fait en dépression, je ne bougeais plus de mon lit, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et en fait, en même temps, il y a tous les tiroirs qui sont ouverts. Puis là, je commençais à bosser, quoi. J'ai commencé à prendre tiroir par tiroir, hein, et pas à bras le corps, quoi. Et je me suis mis quand même et pendant cette période de Tokyo, hein, en même temps, vraiment. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire les deux en même temps, mais en tout cas, c'est la meilleure chose que je pense. C'était le moment, même si on dirait que c'était pas le moment parce que j'étais dans une Olympiade, mais c'était le bon moment, je pense. Parce que ça m'a libérée de tellement de choses. Vraiment, les 2 dernières années, en plus, il y a eu le Covid. Donc, au Covid, j'étais, après le Covid, j'étais déjà et puis c'est le Covid, ça m'a beaucoup aidé aussi à rentrer. Bon, j'en parlerai après à l'UFPP, une faculté psychologie et psychanalyse, où là, c'était le changement radical de plein de choses, de la compréhension en fait de plein de choses, parce que je fais une psychanalyse sur moi. Je fais une psychanalyse freudienne. Ouais, parce que du coup, tu as utilisé le Covid, c'est ça, pour te former. Ouais, bien un peu avant quand même. Donc la psychanalyse, aujourd'hui, tu es psychopraticienne. Comment tu fais la transition entre athlète olympique d'ailleurs à psychopraticienne? Alors il faut savoir qu'il y a eu une période de riz aussi, je m'étais, je sais pas, tu dois connaître, on va pas leur faire la com, je sais pas, transfert, j'ai fait justement le diplôme de préparatrice mentale et que j'avais beaucoup appris, c'était incroyable, j'aimais bien, en plus j'avais des bons préparateurs mentaux qui venaient. Et en fait, moi, il faut savoir que j'aime beaucoup Boris Cyrulnik. Je suis fan depuis toujours. Il est dans notre liste aussi. Pour avoir Boris, j'aimerais bien, mais lui, très difficile et ça serait vraiment extraordinaire qu'on aille le chercher et qu'il vienne. Boris, papa Boris, moi j'ai grandi avec lui parce qu'il y a un livre qui a Merveilleux Malheur, tu connais? Donc quand j'ai vu ce livre et que j'ai vu Merveilleux et Malheur dans le même titre, voilà, il peut y avoir un malheur, mais on peut le rendre heureux et heureux. Et donc je commençais à découvrir le mot résilience à travers lui, Vilain petit canard, enfin tous ces livres qui sont juste incroyables en fait. Et je découvre un peu son univers à lui, de comment il veut transmettre la résilience, qu'est-ce que c'est. Et je comprends en fait à travers lui que la résilience, elle n'est pas définitive, c'est le travail qu'on y met tous les jours. Ce petit courage, on revient chaque matin, mais d'aller de l'affronter. Et c'est pas seul, tu sais, c'est la résilience, ça se fait aussi. Aujourd'hui, on nous vend ça, justement. C'est des vidéos qui sont très drôles en ce moment sur le développement impersonnel. Bon, en réalité, on nous vend que, ouais, tu réussis seul, ta résilience seule, dépression seule, tout seul. Et en fait, on nous sépare. Alors qu'on est des êtres sociaux et que c'est grâce aussi à l'autre que je fais ma résilience. C'est l'amour de l'autre, ce qui me renvoie à moi. Je suis parce que nous sommes. Et en fait, tout cet univers en fait, qui me happe. Et je commence à m'intéresser à la psychologie encore et encore plus. Qui est l'univers des neurosciences, voilà. Puis j'ai un côté aussi très philosophie, sociologie, donc j'aime beaucoup Edgar Morin. Enfin, tout cet univers m'éveille. Je commençais à lire, vraiment obsession sur le cerveau humain et de comment il fonctionne. J'aime tellement ça. Et plus en fait tu es là-dedans, et plus tu sais que tu sais rien. Je te le jure, plus tu te dis, mais en fait, plus tu lis un livre et plus tu vois à quel point que voilà, et c'est ça qui est le process qui est génial en fait. Et voilà, et puis je découvre Monsieur Madé, qui devient aussi mon psy. Et aujourd'hui, je suis marraine du socle de fonds de dotation de santé mentale en France et à l'étranger, qui veulent rendre en fait le principe, la psychologie, accessible à tous. Parce que j'ai l'impression que pendant des années, la psychologie, c'était à part. Il fallait comprendre et que c'était pas pour tout le monde. On parlait de ça, les gens, tout de suite, un psy, voilà. Parce que c'était, je dirais pas barbant, mais pour tout le monde, c'était trop compliqué de comprendre. Qu'aujourd'hui, en fait, n'importe quel âge, n'importe quel milieu social, voilà, n'importe quel individu peut s'intéresser au cerveau humain, à la psychologie, de comment on fonctionne. Et donc, voilà, le principe de ce fonds de dotation du socle, c'est de mener à bien, donc je contribue pleinement et j'aime beaucoup ça, en fait. Et tu accompagnes maintenant des athlètes? Mais pas que. Mais pas que.
sur la dimension Oui, voilà. du bien-être mental. Donc il y a deux volets en fait. Si l'athlète il veut pas les creuser, enfin voilà, de ce qu'il me demande en fait. Je respecte aussi cet univers-là. Il y a des athlètes qui ont envie de régler ça après. Et ça, il faut le respecter parce qu'on ne peut pas en fait obliger un athlète qui a envie d'ouvrir plein de ses tiroirs. En fait, il a envie d'être bon sur le tapis, c'est de la préparation mentale. Il a envie d'être disponible pour tout se passe bien pour lui ce jour-là et on reste là-dessus. Par contre, maintenant aujourd'hui, s'il est prêt à affronter certaines choses et à les creuser, bah, c'est OK. En tout cas, jamais d'aller le pousser à quelque chose que lui ne désire pas, ou il ou elle. Est-ce que tu penses que ton parcours, tes cicatrices, aujourd'hui t'aident dans ce que tu fais? Ah, énormément. D'ailleurs, c'est pour ça le livre aussi que je l'ai mis en plume. Alors, il faut savoir que lorsque j'ai visité le Japon, c'est un pays que j'affectionne énormément parce que je trouve que c'est un pays paradoxal. Il y a un côté très ténébreux au Japon. Parce qu'on voit le Japon, on en dit du bien, mais il y a un côté comme ça, dark. Mais en même temps, c'est un peuple paradoxal. J'ai toujours trouvé un peuple paradoxal dans plein de choses. Et j'aime beaucoup leur philosophie. Et puis j'ai découvert ce que c'était un kintsugi. D'ailleurs, aujourd'hui, ma structure s'appelle Kintsugi People. Et en fait, le kintsugi, c'est cet objet qui se casse et que le japonais ne jette pas. Recolle avec de l'or. Il le sublime, il le rend juste fabuleux et magnifique. Et finalement, il montre. Il coûte plus cher en plus. Il monte ses filures, il monte j'ai eu ça. Et donc cette art-thérapie m'a vraiment... j'ai commencé à être obsessionnelle aussi sur le kintsugi. Enfin, chercher, kintsugi, c'est quoi bon, je ne vais pas vous raconter tout l'univers du kintsugi, mais bon, c'est super intéressant, je vous invite à aller voir. Et donc, tout de suite, enfin, voilà, après, voilà, j'ai pris du temps avant d'ouvrir ma structure Kintsugi People. Et voilà, j'ai fait un mouvement, en fait. C'est le mouvement je me dis que la plus belle force d'un être humain, c'est sa vulnérabilité. Et lorsque vraiment j'ai embrassé ma vulnérabilité et que j'en ai parlé et que finalement ça pouvait beaucoup aider et pas que moi en fait. Et puis dès lors que je voyais un être humain, et ça en France on est beaucoup encore en pudeur par rapport à ça, c'est pas encore assez. Je trouve que les anglo-saxons ça c'est quelque chose qu'ils ont compris très vite. Et Conway, il y a une anglaise et je l'aime beaucoup, c'est mon athlète je pense préférée. Conway, médaillée olympique. Une fois, elle m'a parlé de ses échecs, mais comme si, je trouve que nous, elle m'avait parlé de certaines choses, en fait. Elle m'avait donné une leçon un jour. Je me rappelle, c'était en 2013-2014, et je me suis dit, ça c'est trop l'univers des Anglais. Enfin, voilà, ils ont ce truc-là, je pense, les Anglais, anglo-saxons, sur montrer leurs trucs, leurs échecs. Voilà. C'est OK, quoi. On les montre et ça va, tu vas rien me prendre. Ouais, c'est même valorisé. Ici, c'est un petit peu dur, je trouve. À ton avis, pourquoi? Pourquoi ici, ça l'est plus? Tu sais qu'en Afrique francophone, c'est pareil parce que ça vient aussi des colonies. Nous, on a hérité de ça aussi, énormément. On avait moins ça, mais je vais essayer de faire un peu creuser socio-psychologique. Pourquoi les Marocains? Et on a hérité aussi de la culture française très ancrée, d'avoir cette pudeur-là, de ne pas parler un peu de ces mots AUX. Je pense sincèrement que c'est historique. Donc, de ce que j'ai cherché, ça remonte à longtemps. Hein. Tous les pays latins sont très là-dessus. Et puis spécifiquement en France, et puis sur plein de sujets, c'est tabou. De toute façon, argent c'est tabou, richesse c'est tabou, maladie c'est tabou, divorce c'est tabou. Enfin voilà, il y a plein de choses où finalement on n'arrive pas trop à s'exprimer en fait, alors que ça devrait pas. C'est OK en fait. Après, voilà, je n'ai pas envie de réduire de pourquoi et c'est quoi l'histoire. Hein. Je ne sais pas, chaque individu, après, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Tout le monde n'est pas comme ça. Tous les Français ne sont pas comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une énergie un peu plus... aujourd'hui, ça commence à changer avec la nouvelle génération. Maintenant, ça commence un petit peu... Il y a plusieurs combats, alors les gens, ils poussent. Voilà, comme des podcasts comme ça. Voilà, je pense que... Je trouve que c'est une bonne chose, en fait, au final. Et puis, tous ces athlètes-là qui brillent, c'est pour ça que tout le temps, j'invite les athlètes à aussi montrer l'autre côté du rideau, que ce soit les athlètes, que ce soit des chanteurs. Voilà, c'est OK, vous avez réussi, mais n'oubliez pas de montrer aussi de l'autre côté aux petits jeunes qui vous regardent et qui ne croient pas que c'est que ça, quoi. Montrer l'autre côté de la pomme. Ouais. Et c'est important. D'ailleurs, ton éditeur s'appelle Face Cachée. Je
pense que Donc, c'était donc le nom est principe. Et moi j'ai une question parce que à t'entendre comme ça, il y a eu beaucoup de messages que tu as pu entendre dans tes décisions qui disaient bah non, fais pas ça, c'est pas une bonne idée, tu sais pas dans quoi tu t'engages, enfin tu as entendu beaucoup de tout. Et en même temps, il y a cette conviction hyper forte. Euh, cette espèce de croyance, tu vois, hyper forte depuis le début. Ma question c'est pourquoi ton bouquin s'appelle À bras le corps et pas À bras le cœur? Parce que vu l'enthousiasme, presque la foi en fait, dans les parcours, dans les étapes. Alors peut-être que je voulais sublimer. Alors je dis une odyssée, ce titre qui s'appelle l'Odyssée d'une résilience olympique. Et, euh, et c'est vrai que c'est une très belle question. Il aurait pu aussi s'appeler À bras le cœur parce que bah, on sait que l'étymologie du mot courage vient du cœur. Ouais, c'est pas très cérébral, hein, ça vient des neurones du cœur et c'est beau. Hein. Et ça pourrait aussi s'appeler comme ça. Alors je suis aussi beaucoup. Alors je pense que on peut dire l'esprit domine la matière, mais prends soin de ton corps pour que ton âme puisse y habiter. Et je me dis, bon, ça vient de Gandhi, ça. Je pense sincèrement que l'esprit-corps, le corps, en fait, c'est un peu cette maison. Et je pense que cette maison, je voulais lui rendre honneur parce qu'elle m'a vraiment accompagnée. Voilà, elle a accompagné le cœur. Voilà. C'est mon corps qui a aussi accepté certaines choses. Voilà, c'est 72 heures de garde. C'est d'être opéré 2 fois de l'épaule et de se régénérer, régénérance. D'ailleurs, le mot résilience, j'aime bien le remplacer aujourd'hui parce que je l'entends tellement que j'aime bien le remplacer par la régénérance, voilà. Et donc voilà, peut-être que je voulais rendre hommage. Et puis ce mot-là, et c'est marrant parce que les jeunes ne connaissent pas trop cette expression, à bras le corps. C'est juste notre génération. Quand j'ai demandé à mon neveu, plein de petits jeunes, j'avais voulu faire un peu un... Et à bras le corps, ils découvrent à bras le corps. Parce que c'est vrai que c'est ancien comme... on n'utilise pas trop aujourd'hui comme expression souvent. Ouais, puis on le prend en plus souvent pour prendre des problèmes à bras le corps. Ouais, C'est des problèmes qu'on prend à bras le corps. Ouais, c'est ça. Or que normalement, si on regarde bien, à bras le corps, c'est vraiment, si tu dois imager, c'est, tu vois, tu as un pull, tu vois, tu as une veste, et tu sais, quand on retrousse ses manches, tu sais, c'est ça, c'est vraiment cette image, je retrousse mes manches, et tu sais, c'est dans tout ce que je fais, dans tous ces costumes, c'est voilà, la cuisine, il y avait quelque chose avec les mains, les manches, voilà. On y go, j'imagine un peu ça comme ça, c'est on y va. Voilà, on y va, et j'aime le mot mouvement. Voilà, je trouve que, voilà, contrairement à la sédentarité, voilà, c'est le mouvement. Être en action, je trouve que des fois, le mouvement rend heureux. Et je pense que voilà, c'est ce qui m'a rendue heureuse d'être tout le temps en mouvement, je pense. Et les mouvements d'après, ou ce qui va te rendre heureuse après, ça va être quoi? Ah, après. Alors moi, maintenant, je suis un peu dans... Bah, tu découvres un peu mon univers, mais dans l'accompagnement, c'est tout simplement... j'aime bien la phrase à faire rire, parce que quand je veux rentrer dans un domaine et j'espère que je serai le mieux comprise, c'est je me force tous les jours à être une serviteur. Alors pourquoi je m'explique serviteur? Vous savez que moi j'ai été toujours happée par le guerrier pacifique. Et en fait, j'ai mis du temps, j'ai dû le lire 10 fois avant vraiment de comprendre. Il a fait plein d'ouvrages et il y a juste on va dire, des fois il dit qu'il y a des secrets, plus tu es éveillé, plus il y a des secrets. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que je l'ai lu il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, plus tu es éveillé, plus tu vois les secrets de son livre. Et en fait, c'est Dan Millman. Ouais, moi je suis. C'est mon rêve d'aller le rencontrer un jour. Parce que vraiment, c'est un homme, il est juste extraordinaire. De comment il m'a vraiment fait comprendre des messages tellement puissants. Il se passe toujours quelque chose, tu vois. Ça vient de lui, ce truc où. D'être ici maintenant, ce moment, dès lors que tu es focus sur des choses, il y a des rencontres, t'es happé par des moments magiques et plus je travaille cet univers et plus en fait je vois le monde différemment en fait. Même dehors, quoi, il se passe toujours quelque chose, c'est magique en réalité. Et puis aussi
le mot serviteur, pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans l'accompagnement, et ça peut-être, d'ailleurs peut-être qu'on a dû en parler, c'est que je trouve que c'est un métier tellement, mais tellement à responsabilité. Donc responsabilité et l'étymologie, répondre d'eux. On doit répondre de quelque chose. Parce qu'on accompagne d'autres personnes, d'autres individus, d'autres âmes, hein, ce que vous voulez, hein, mais il y a un accompagnement. Et si on, dès lors, en fait, on ne travaille pas sur soi, vraiment profondément, cet accompagnement, il peut être nuisible. Et d'où justement cet ego de se sentir serviteur. Je sers, voilà, et j'accompagne. Et pas très vite, vous savez, quand vous avez t'as des sollicitations. Et c'est là où je me suis aperçue, quand tu as des sollicitations, où « Ah, tiens, Asma, c'est bien ta séance, ça, tu m'as fait bien. » Limite, tu peux recevoir tellement de choses que c'est là où il faut faire attention. Ok, j'ai été un canal, j'ai accompagné, mais tu reviens tout le temps ancré à ta place. Parce que tu peux très vite, et il y a des gens qui sont dans l'accompagnement, qui ne le font pas exprès, qui sont happés tellement par ces sollicitations de « j'ai sauvé des vies » qui peuvent devenir inconsciemment, ou ils ne se rendent pas compte, tellement supérieurs à « c'est grâce à moi tout ». Et en fait, on peut entendre gourou, des choses qui peuvent aller dans un côté dark. Il y a un côté dark dans ce métier. Et donc, de se remettre tout le temps là-dedans, je suis un serviteur, voilà, je suis un serviteur de mon métier. Si j'accompagne, je suis un canal. Et même s'il y a ces sollicitations, de faire attention en fait, parce que c'est un métier, encore une fois, à vraiment responsabilité. Parce qu'on a des vies humaines entre nos mains et il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc je sais que c'est un métier qui est très très difficile, mais j'aime ça. Voilà. Comment tu prends soin de toi? Comment tu récupères de l'énergie? Parce que tu vois, tout à l'heure tu parlais des gardes de 72 heures. Je fais ok, là aussi, un pompier ça sauve des vies. Puis là maintenant tu prends la responsabilité d'accompagner des gens. Puis tu as des messages, tu écris des livres. Asma, elle se repose comment? Je me repose. Je sais qu'il y a une journée, il y a 24 heures. Mais je suis tellement passionnée. Il n'y a pas si longtemps, il y a des gens qui commentent un peu mes stories. Ils me font Asma, mais quelle vie tu mènes? C'est incroyable, tu vois, parce que c'est vrai que je suis tellement là, happée, mais vraiment profondément. J'aime tellement ce que je fais. Et des fois, il faut faire attention parce que je suis tellement passionnée. Je suis entrepreneur aujourd'hui, mais des fois, tellement on est passionné, on travaille, mais on a l'impression qu'on ne travaille pas. Et donc voilà, c'est là où j'ai l'impression que moi, je ne travaille pas, mais vraiment sérieusement. J'ai l'impression que tout est un loisir. Parce que comme je disais aujourd'hui, c'est le métier, il est important. Et c'est du sérieux, mais d'un côté, moi, c'est dans tous ces moments que je me laisse. Moi, j'ai des routines qui me font beaucoup de bien, et je pense que c'est là où je prends soin de moi. C'est-à-dire que je suis très disciplinée sur des routines spécifiques. C'est-à-dire que, par exemple, moi, depuis peut-être maintenant 5 ans que tu connais, hein, je suis liée au bain glacé. Je suis liée à la respiration. Donc voilà, l'univers, ça me fait rire parce que tu as fait un post sur la respiration qui était très drôle. Mais c'est vrai que moi, franchement, la respiration, ça m'a appris certains messages qui sont en moi, vraiment, de prendre le temps juste de respirer. Donc voilà, je prends beaucoup, beaucoup de temps de respirer. Le mot respirer, étymologie, parce que moi, obsession des mots aussi, hein, vous avez bien vu. Langage d'oiseau, respirer, parce que c'est important de connaître un peu l'origine des mots aussi. Langage d'oiseau, respirer, spira, spirituel, un peu le souffle divin. Là. On inspire quand on vient au monde, on expire et on rentre des fois en suffoque. Donc j'essaye vraiment de partager aussi. Je fais plein de respire avec ma mère. Tu vois, en fait, j'ai l'impression qu'aussi, il y a eu cette thérapie transgénérationnelle. Donc j'ai fait un peu de soin dans les mémoires de il y a eu des choses dans cette famille et à travers tout ça, si je me prends soin de moi, en fait j'ai pris soin de ma mère en fait et j'ai envie que maintenant elle est assez âgée, que qu'elle vive sa vie en paix quoi. Et donc voilà, et toute cette énergie en full of love en fait, moi j'ai l'impression que je prends soin de moi en fait tout simplement. Et les personnes justement que t'accompagnes, parce qu'effectivement, on peut voir sur les réseaux, on mettra les liens, t'accompagnes des gens à respirer, à rentrer dans le bain froid. Eux, les retours qui te font? Encore une fois, c'est ce que je te disais, parce que quand tu rentres un peu dans cette sphère où, par exemple, là, pour les Jeux, j'ai des athlètes que j'accompagne. J'en ai un
en kayak, parce qu'il écoute toujours des passages. Donc voilà, j'espère que tu es en full of love là en ce moment. Mathis, donc c'est un médaillé mondial marocain qui va bientôt concourir pour le Maroc. Voilà, il fait partie des gens qui peuvent être médaillables. Et c'est vrai qu'en ce moment, le fait qu'il est plus outsider, il sait qu'il va peut avoir sa médaille. Donc par moment, moi, voilà, cette période à 2 semaines, 10 jours, c'est gestion de stress et j'essaie de rendre la chose moins cérébrale possible. Donc là, il n'y a plus de discussion, on passe des moments en fait vraiment très puissants à lui faire rappeler qui il est. Et donc voilà, ça va être des séances de respiration profonde vraiment très puissantes avec un peu la méthode Wim Hof, avec des bains glacés. En fait, voilà, on va faire vraiment des choses qui peuvent juste le connecter à lui et de le faire, voilà, pas oublier qui il est en fait, tout simplement. Voilà, toute cette énergie, qui se sent bien. Puis derrière, forcément, son retour, voilà, ça me fait tellement plaisir lorsqu'il me dit aujourd'hui, j'ai pas pensé à ça, je me sens voilà, connectée, tu vois, cette phrase connectée, j'ai bien dormi, j'ai bien récupéré, ma cortisol elle est descendue, voilà, pas trop voilà, de stress, donc ma mélatonine, forcément cortisol qui descend, mélatonine qui monte, donc je dors, je me sens bien, donc ouais, ça me rend heureuse forcément pour lui. Donc voilà, vraiment voilà, c'est cet univers de gestion de stress pour ces athlètes qui vont faire leur Olympiade. Et puis le mieux, c'est que voilà, c'est qu'au moins par un retour d'expérience que peu importe ce qui se passe après leur épreuve, dans leur terrain de jeu respectif, qu'ils soient en fait tout simplement apaisés. Même si voilà, forcément on a envie d'avoir la médaille, mais d'avoir tout tenté en fait, tout simplement. Moi, une phrase que je partage aux athlètes, c'est qu'importe ce qui se passe, essaie de te fabriquer un bon souvenir. Parce que les bons moments, ça reste des bons moments, mais même les mauvais moments peuvent te faire de très bonnes histoires. Et tu nous en as partagé quelques-uns là ensemble, donc c'est chouette. On arrive un peu à la fin. J'aurais encore plein d'autres questions, parce que tu vois, tu as parlé de résilience et je me demandais, est-ce que tu penses que tout le monde peut être résilient parce que est-ce qu'on peut se relever de tout? Si j'étais une adepte de Boris, je vous dirais oui. Alors vraiment, je pense que sincèrement que chaque être humain, alors, je ne sais pas si vous connaissez lorsqu'il parle des enfants poubelles, je ne sais pas si tu connais cette... Oui, je vois la métaphore. Voilà, et en fait, chaque être humain, en fait, je pense que a droit et peut s'offrir la résilience. Enfin, je dis ça, peut s'offrir la résilience. Et lorsqu'on je dis peut s'offrir la résilience, c'est pas juste comme ça et elle est là. C'est aussi il y a un travail en amont pour justement s'offrir voilà, cette continuité. Et vous savez que même là, si je prends un peu mon exemple, je pensais que ça était éternel, mais en fait, c'est un travail de tout le temps. Parce que les mémoires, des fois, elles reviennent. Et donc, voilà, cet inconscient-là et de ce qu'on y met tous les jours, en fait. C'est comme cette plante. Voilà, cette plante qu'on ne va pas laisser faner. Elle a eu peut-être une histoire, cette plante, et puis tous les jours, on va l'arroser. On va y mettre quelque chose tous les jours, ce full of love. Hein. Moi, je dis toujours, l'amour, voilà, c'est la réponse à tout. Quelle est la question voilà, on connaît la réponse. Et donc, moi, je pense que je me suis aussi nourrie de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Pour moi, j'ai appris énormément à m'aimer. C'est un travail. C'est vraiment un travail. Apprendre à s'aimer, c'est un vrai travail. Quotidien. Ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais c'est possible. Donc, je pense qu'apprendre à s'aimer, c'est voilà, réussir à se découvrir. Donc, voilà, je n'aime pas le mot conseil, mais si je pouvais partager quelque chose, c'est vraiment ne pas avoir peur. De toute façon, l'extrême de la peur, c'est l'amour, mais ne pas avoir peur justement d'aller explorer et que c'est ok d'avoir cette coexistence, de ce côté ombre de ces histoires, ces figures, tout ce qu'on peut mettre de toxique ou de négatif, et que c'est ok de les avoir et de les embrasser. Et dès lors on les embrasse, et en fait, dès lors que j'ai mis de l'amour dans ces fissures-là, se sont transformées. C'est-à-dire que la blessure, comme je le dis dans une phrase dans mon livre, je vais terminer là, la blessure, elle est là, mais on peut en guérir. Ça, tout à l'heure, tu as évoqué la chance. Tu crois à la chance?
Je ne sais pas dans quel contexte que j'ai dit la chance. C'était sur ton deuxième championnat du monde, deuxième demi-finale. Ah, quand je disais... Mais si on sort du concept, parce que tu évoquais la chance, puis en fait, là, ce que tu viens de nous dire, hyper important. Et en même temps, je me demandais, est-ce que tu crois à la chance? Est-ce que tu crois aussi, ou est-ce que c'est des personnes, comme ton premier entraîneur, tu vois, qui t'a dit, toi, tu peux arriver loin? Alors, je pense que ce qu'on a appelé le mot chance, alors ma définition, peut-être qu'elle peut être différente pour chaque être humain. Après, c'est vrai que, alors je le remplace, moi, beaucoup, la chance, c'est bizarre, hein, mais par la foi. Et je pense là, que dès lors, en fait, que toutes ces rencontres, je dis que c'est de la chance, je pense que je suis partie tout simplement dans la direction des personnes. En fait, j'ai été happée par quelque chose et je me suis entourée. C'est pour ça que je dis à chaque fois, je suis tellement riche des gens qui sont autour de moi, mais au final, c'est moi qui est partie chercher ces personnes pour qu'ils fassent cette famille autour de moi et qui me fassent grandir, parce qu'en réalité, on ne réussit jamais seul. Alors des fois, c'est pas que je reprends, mais il y a des fois des athlètes qui peuvent être énervés, j'ai réussi seul, tout ça. C'est pas vrai. Et même si j'avais un parcours difficile avec ma fédération qui manquait des choses, je n'ai jamais réussi seul. J'ai toujours réussi avec des gens formidables, même un mot, hein, une phrase. C'est-à-dire que même cet entraîneur qui avait juste dit c'est possible et peut-être qu'il n'était pas là tout le temps, tous les jours avec moi, il a fait beaucoup. Et donc, chaque personne peut ramener un petit grain de sable dans l'histoire de chaque individu et il faut en avoir de la gratitude. Et même les gens qui nous challengent, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont challengé dans alors j'aime pas dire les mauvaises rencontres, mais des rencontres qui m'ont parti chercher mon côté sombre. Ça veut dire que même ces personnes, elles vont aller te titiller ton miroir. Donc moi, je dis que c'est des mauvaises personnes parce qu'il y avait quelque chose qui était peut-être à ce moment-là sombre chez moi qui ont réveillé. Donc même ces mauvaises personnes, qu'on pense que c'est des mauvaises personnes, c'est des belles personnes. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc voilà, c'est toutes ces personnes qui aussi, que ce soit positif, négatif, qui éveillent des choses extraordinaires chez nous. Et voilà, tout simplement. Et ben justement, tu fais une transition super sur parmi mes dernières questions, c'est au vu du moment qu'on vient de passer ensemble. Toi, ça serait quoi ta définition d'un héros minuscule? C'est la définition est serviteur. C'est un personnage. Je ne vais pas mettre le mot personnage en réalité, parce qu'il porte un masque. Mais c'est un être, voilà, le mot juste, c'est un être full of love. Il y a un côté full of love. Parce que forcément, il sait qu'il est en humilité. Je n'allais pas te sortir une citation comme ça, hein, mais je vais te dire comment je le vois. C'est un être qui accepte un peu ses deux parts et qui est forcément full of love parce qu'il il embrasse, encore une fois je le dis, sa part d'humilité à ça, parce que voilà, comme il dit ça, le mini, c'est quoi? C'est mini, redis-moi le... Héros minuscule. Héros minuscule, ouais, héros minuscule, c'est puissant. Donc il accepte sa part de son humilité complètement. Et puis dans l'étymologie, dernière étymologie avant que je vous laisse, bien sûr les amis, c'est humus, c'est être humain. Voilà, c'est il a les pieds ancrés, il est ancré, enraciné, et que il a de l'audace. Voilà, il n'a pas peur. Il n'a pas peur, et s'il n'a pas peur, enfin il n'a pas peur quand je dis dans le sens où il veut affronter ses peurs. Et il est en full of love. Donc voilà, c'est comme, je pourrais dire une phrase, c'est le héros minuscule, il est en full of love et il est serviteur. Voilà comment je le vois. Super. Et est-ce que tu en as un à nous recommander qu'on pourrait, oui. Au vu du passage qu'on vient de faire au micro Mais par contre, c'est loin du sport. Ah, ça peut être très loin du sport. Alors moi, c'est un être que je trouve juste extraordinaire et je suis certaine qu'il dira oui. C'est Human Nage, donc c'est un homme qui visite le monde entier, qui a été à un moment donné SDF. Il est parti jusqu'en Tanzanie chez les Maasai, donc il a été un peu élevé par les Maasai. Ils l'ont un peu adopté et puis depuis ce jour, il a décidé
il est aussi psychopraticien. Il a décidé d'apporter des messages à travers les gens. Donc chaque être humain, pour lui, il a une sagesse extraordinaire et donc il part filmer dans le monde entier des gens. Donc il est aussi basé en France, il part un peu partout, il faut juste la voir. Et que je trouve cet être est juste extraordinaire, lui et sa femme. Et je pense qu'il sera super content de venir ici. Super. Bon, ben on va le contacter. T'as un livre ou un film à nous recommander, ou les deux? Si t'en avais qu'un seul, tu vois, tu dis... Alors forcément, il y a plein de livres dans mon livre. Et donc... Bon, déjà, il y a toute une bibliographie. Toute une bouquins. Ouais, alors vraiment... Moi, je dirais de relire plusieurs fois L'Alchimiste. Même si c'est un livre de le relire et de le relire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de messages très très puissants qu'on peut relire. Même si on l'a relu, il faut le relire encore et encore une fois. Parce qu'encore une fois, plus vous êtes éveillé, plus il y a des messages puissants. Voilà, d'accueillir ces moments présents qui sont des fois formidables, qu'on oublie de célébrer. Et puis un film, alors je dirais s'il y a un film puissant, c'est Captain Fantastic. Ah oui, avec Viggo Mortensen. Ouais, qui m'a bouleversé ce film et de plein de sagesse. Donc voilà, Captain Fantastic ou Into the Wild, voilà, au choix, dans le même thème. Ils font partie de mon top 10 également. Et on va mettre bien sûr il y a ton livre. On rappelle du coup À bras le corps, aux éditions Face Cachée, puis on mettra de toute façon tous les liens aussi pour te suivre. Tu préfères qu'on te suive ou qu'on te contacte comment? J'ai déjà Asma Nyang ou mon Kintsugi People sur Insta, et puis sinon un peu partout, LinkedIn, mon adresse, mon site internet, Kintsugi People. Okay. On peut trouver aussi tout mon univers et tout ce que je fais. Super. Bon, plein de choses dont on n'a pas parlé encore. Le froid, tes prochains défis, mais on va te suivre avec attention. En tout cas, merci beaucoup, Asma, d'être venue. Merci à toi et vraiment pour ce projet de podcast, d'inviter des gens ordinaires avec des histoires extraordinaires, et longue vie à ton podcast. Merci. À bientôt. À bientôt, Jonathan. Merci d'avoir écouté cet épisode de Héros minuscules. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors pour nous aider à continuer, on compte sur vous pour 2-3 actions minuscules. La première, vous abonner et mettre 5 étoiles. La deuxième, vous demandez quelles sont les 2 premières personnes à qui vous auriez envie de partager cet épisode et envoyez-leur un petit message. La troisième, pensez également à liker nos réseaux sociaux pour aller plus loin dans l'univers des héros minuscules. Et à très bientôt. Et on vous embrasse.